suis sûr que tu as déjà cherché un podcast sur Harry Potter partout. Pas dans Sessão Reservada. Ouais, l'homme a raison, l'homme ne se trompe plus. C'était ça le temps. C'était le temps où je me trompais. Comme épisode 1, 2, 3 et 4, tout le monde peut confirmer. Après, c'était un sans faute. Ensuite, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, ouais, il y a eu quelques erreurs au 6, 14, mais les gens disent que même quand je me trompe, maintenant, je le dis correctement. Écoute, je vais être nostalgique et dire que je préfère Thiago d'autrefois. Le caco de l'Ancien Testament aussi, quand il apparaît, je dois avouer que j'aime bien aussi. Celui-là. Normalement, seulement à la fin de l'épisode. Le caco de l'Ancien Testament, c'est le caco sans thérapie. C'est le caco sans thérapie. Parfois, Qui ne l'a jamais fait, les gars? Parfois, on revient et ça vient vraiment du cœur. on ne peut pas éviter. Il faut laisser venir le sentiment quand il arrive. Le bêtisier apparaît surtout à la fin de la vidéo, quand ça se termine. Tu as déjà dit ce que tu avais à dire, n'est-ce pas? L'essentiel. Maintenant, c'est juste le moment de craquer. Non, mais ça va. Rassurez-vous, moi, lors des lives des épisodes, quand on les fera à la fin de l'année, ou lors du live de l'épisode pilote, on contrôle nos émotions. Professionnel, professionnel. Les gars, soyez tranquilles. Surtout en direct, hein, n'est-ce pas? Quand on sait faire, on le fait en direct, mon ami. Non, non. Mais non, si tu regardes cet épisode sur YouTube, il sort sur Calderon Firado, en collaboration avec Observatorio Potter, comme d'habitude. Et si tu écoutes sur les plateformes audio comme Spotify ou c'est quoi déjà le nom des autres? Spotify? Apple Music et d'autres agrégateurs, non? Exactement. Évaluez-nous, mettez 5 étoiles et les gars, Le moment criard, le code QR est toujours à l'écran. Si vous voulez envoyer votre message, à la fin de chaque épisode, on lit le message de nos chers abonnés, auditeurs. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos, documentaires et bandes annonces. C'était merveilleux. on achète presque une maison avec la valeur du pot. C'est ça? Je plaisante. Non, il ne reste plus beaucoup. Mais continuez à liker, à partager, montrer à un ami. Et il y a un podcast sur Harry Potter ici, le meilleur, c'est Cessant Reservada. Tu sais de quoi je me souviens? Ça, c'est un de tes vieux classiques. Du podcast? Non, Non, la tienne avant le podcast. D'accord. je veux même être impatient. Rêver et exister. Ouais. Tu te souviens qu'une fois, un gars a commenté sur une de tes premières vidéos, genre très cool, je ne sais pas qui tu es, c'est super que ça t'ait plu, partage avec tes amis. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Eh ben, tu lançais la chaîne, non? J'ai posté une vidéo là-bas en 2013 ou 2014. Avec l'une des captures d'écran les plus drôles que j'ai vues, le gars a dit qu'il adorait tes vidéos. Et là, au lieu de, je sais pas, juste remercier, j'aurais pu être simplement reconnaissant, non? J'ai dit, oh merci beaucoup pour le compliment, n'oublie pas de partager avec tes amis. Le gars m'a répondu, je ne fais pas de pub, je suis juste un fan. Merde, ça m'a achevé. Alors moi, s'il vous plaît, les gars, ne soyez pas comme ce type et faites de la pub. Faites aussi pour ces 100 Reservada. C'était très bien. Je ne fais pas de pub, je suis juste un fan. Putain, mec, mais je pense qu'il n'avait pas ce sens-là. Oh, Dieu dessa lenda. Je vais retrouver cette capture d'écran, d'accord? Je pense que ce gars m'a suivi un jour. Je suis sur cette capture, mec. J'ai posté ça sur Facebook et ça a eu un gros impact. Mais c'est le jeu, les gars. On est sur Internet et on est exposé à ce genre de choses. Les perles, hein? Les perles. Mec, mais aujourd'hui, on est là, on va arrêter de tourner autour du pot et on va passer au sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de... Il sera surtout question des attentes et des opinions concernant les saisons de la future série Harry Potter. D'autant plus qu'on sait qu'il y aura 7 saisons. Chacune va adapter un livre, en commençant par À l'école des sorciers. Maintenant, en décembre, à Noël. À l'école des sorciers, comme ça. Alors, on va faire un récapitulatif des attentes réelles. Laquelle a le potentiel d'être la meilleure saison et laquelle a le potentiel d'être la pire saison de toutes. C'est polémique, hein? Parce que les gens disent qu'on ne fait que dire du bien des films ou les critiquer. On va parler franchement de celles qu'on pense avoir du potentiel. On ne fait que critiquer les films? Non, on en dit du bien. Ah, d'accord. Oui, c'est juste que, tu sais, c'est normal de critiquer, non? Parfois, on n'aime pas telle ou telle adaptation. Moi, je critique. Parler de moi, non, mais on a toujours dit du bien des films. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, on va dire la vérité sur la série, sur chaque saison, parce que ça touche le cœur des fans. Il y a des histoires que les fans des films aiment déjà. Le prisonnier d'Azkaban va arriver avec cette responsabilité. Maintenant, c'est le film préféré de tout le monde. Tout le monde va se demander, le prisonnier d'Azkaban sera-t-il aussi la meilleure saison? Vraiment? Est-ce que ce sera le cas?
Ce qui se dit sur Internet, non. Ce qui se dit sur Internet. Mais il reste ces doutes concernant un livre aussi long que l'Ordre du Phénix. Est-ce que ça a le potentiel d'être une bonne saison ou est-ce que ce sera une saison du genre, tu vois? Le Prince de Sang Mêlé, qui est le livre que la plupart des gens considèrent comme leur préféré. Est-ce qu'on aura une saison à la hauteur? Eh bien, Chaque saison implique une responsabilité différente, non? Les Reliques de la Mort ont eu 2 films, soit presque 5 heures, pour l'adaptation. La saison durera environ 8 heures. Mais que vont-ils ajouter ou enlever? Certaines adaptations, comme La Chambre des Secrets, sont très réussies. Oui, La Chambre des Secrets coupe très peu d'éléments du livre. Et donc discutons de ce potentiel de saison. Si je te demandais maintenant quelle est la saison que tu attends le plus en ce moment, ce n'est pas possible. Je peux en dire 2 ou seulement une? tu peux en dire 2, bien sûr. Le podcast est à toi. Merci. Il est sur ma chaîne, non? Aujourd'hui, je présente Aujourd'hui, oui. Alors, voilà. La Coupe de Feu et le Prince de Sang Mêlé. Tu crois que ce seront les meilleures saisons? Oui. Écoute, la coupe de feu, c'est un truc que je pense que si on regarde en termes de proportion de tout ce qui se passe dans tous les livres, je pense que la coupe de feu, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Ça a toujours été l'un des meilleurs livres de la série Harry Potter. Et elle a le potentiel d'être, en parlant de divertissement, la meilleure saison de toutes. Enfin, il se passe beaucoup de choses. C'est le tournoi des 3 sorciers, c'est le retour de Voldemort, c'est aussi les écoles qui visitent en Poudlard, dans le sens où, bordel, il se passe vraiment beaucoup de choses. L'expansion. Oh là là, passe-moi un bonbon. Un bonbon. Reste, analysons. Ah, c'est ma vidéo. Je préfère donner celle de tes mères. Oh là là, j'ai fait comme tes mères ici. Attends. La Coupe de Feu a, selon moi, un potentiel intéressant avec l'expansion de l'univers des sorciers. On est habitué, dans les 3 premiers livres, à avoir une vision très centrée sur Poudlard, le monde des sorciers, le Royaume-Uni, tu vois. Et la Coupe de Feu, ça s'élargit. On découvre, waouh, qu'il y a d'autres écoles. Regarde la Coupe du Monde, toutes ces personnes, des sorciers de nationalités variées. Je pense que c'est un très bon point à explorer et je crois que ça va apporter une dimension beaucoup plus grande au monde des sorciers. Aujourd'hui, c'est très facile, n'est-ce pas, de dire ah oui, le monde des sorciers, il existe partout dans le monde parce que des écoles ont déjà été révélées dans plusieurs endroits. On a eu les animaux fantastiques qui se sont déroulés dans des endroits différents, là, pas seulement au Royaume-Uni, mais aussi à Paris, à New York, même dans l'Himalaya. Donc voilà, on a déjà eu cette expansion, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais dans la série, je pense qu'il y a un vrai potentiel à explorer, tu vois. Parce que dans les livres, c'était vraiment, vraiment génial quand on a eu ce contact pour la première fois. Au moins, moi, je me souviens d'avoir été enchanté par la découverte de... Quand il mentionne l'école de magie au Brésil, j'ai été vraiment content, même si ça a été... C'est Guy qui en parle? C'est Guy, c'est Ron qui en parle, non? Ron dit que Guy allait faire l'Inter, mais que la famille elle, n'avait pas d'argent pour payer. Oui, et juste une petite phrase là qui dit genre une école de magie au Brésil. J'étais là, waouh, une école de magie au Brésil, c'est génial. Je pense que l'auteur elle-même, quand elle écrivait Les Maisons, elle a dit, elle a regardé la coupe de feu et elle s'est dit, c'est le moment d'essayer de sortir un peu de ce truc du Royaume-Uni, d'une seule école, et puis ça s'est développé. Et on a pris, tu parles de Castello-Brusso, l'école du Japon, l'école. Je me souviens que quand on a annoncé Les Animaux Fantastiques en 2016 qu'ils ont annoncé, il y avait encore ces événements dans les parcs d'Orlando, c'était vraiment génial. Annoncé en 2013, Je veux dire qu'ils ont annoncé l'expansion des écoles dans le monde en 2016 quand Ivana Lente l'a fait lors d'un événement à Orlando, dans les parcs. n'est-ce pas? Harry Potter Celebration. D'ailleurs, ça pourrait revenir. N'est-ce pas? Ça pourrait, c'était vraiment sympa. Célébration est l'une des meilleures choses, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté en fait. C'est comme King's Cross, chaque 1er septembre, la plateforme était remplie de fans du monde entier pour les voir annoncer le train depuis le train. Puis, pour des raisons de sécurité, ils ont, genre, annulé. Ils recommandent même que personne n'aille sur la plateforme le 1er septembre parce que les événements ont lieu ailleurs. Spécifique. C'était vraiment le bazar. Il fallait prendre un train. Moi, j'avais besoin d'aller à Oxford et vous, les amis. Les gars passaient à Bande de sorciers. la robe de Dobby, comme dans le film de Jim Carrey. J'adore ce film, j'adore ce film. Prochain arrêt, Azkaban. Non, c'est merveilleux, mec. Il se lève pour partir, ce gars-là. Il n'y a pas de Poudlard sans toi, Hagrid.
Et là, ils applaudissent. Imagine. Non, je rentre à la maison. Regarde ce type. C'est très bon, c'est nous. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui, monsieur, oui, monsieur. Oh les gars, regardez Yes Man, la scène à l'aéroport de France. C'est génial, c'est une de mes préférées. Et il y a cette extension où ils annoncent les noms des écoles, non? Parce que les animaux fantastiques, je pense qu'il est venu avec cette idée. D'ailleurs, ils ont créé le logo du Wizarding World pour étendre l'univers. C'est ça. Mais ça s'est étendu pendant un certain temps. Ça s'est même étendu, mais ensuite, ça s'est rétracté. Je suis triste, je suis contrarié. Ensuite, le gaz est allé à la Réunion puis est revenu des Rébubis. Alors, il l'a attrapé et il s'est envolé comme ça, regarde. C'est vraiment chiant ici. Non, quelqu'un a dû dire ah, David Yates, il n'a plus jamais. Tu as vu? Quelqu'un a-t-il entendu parler de David Yates après les animaux fantastiques? Le pauvre. Je n'ai rien contre David Yates. C'est faux. Non, Beaucoup de choses contre la façon dont il a géré certaines choses. non, je pense, non. Ouais, je pense que, mec, il y a simplement eu plusieurs facteurs qui ont contribué à ce que ça n'avance pas, tu vois? Oui, oui. Et on voit que le public est vraiment attiré, malheureusement, par l'histoire principale, mec. Avec Harry Potter, tu le vois avec les chiffres de la série, des bandes annonces, du teaser, carrément, wow. Le documentaire, mec, est le plus vu au monde. Jusqu'à maintenant, le nombre de vues de la bande-annonce m'a vraiment surpris. Ouais, mec. Alors là, tu vois, il y a des fans qui disent, ah, tu vois, il n'y avait pas besoin d'une série. Ce serait bien de faire une série sur les maraudeurs, une série sur les fondateurs. Mon ami, je pense pareil, mais ça allait flopper, mec. Ça allait flopper parce que tu veuilles ou non, Harry Potter, c'est une marque très forte. C'est une marque très forte. Mais tout ce qui est spin-off a tendance à en souffrir. On le voit bien avec les anneaux de pouvoir. Franchement, on voit plusieurs spin-offs qui, tu sais, c'est sympa, mais ça n'a pas le même attrait. Tu sais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment dommage que les animaux fantastiques n'aient pas continué. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé que ça continue. J'aurais aimé voir la conclusion. Pour moi, j'aime voir l'expansion. J'aime beaucoup, tu vois. Mais Malheureusement, j'ai vu hier. Hier, ils ont annoncé le nouveau film du Seigneur des Anneaux. Non? La chasse de Gollum, non? Oui. En plus de Gollum, et il y aura aussi le gars de 50 nuances de Grey. Il va jouer Aragorn. Aragorn. Aragorn, n'est-ce pas? Mec, je pense que le casting était bon. J'ai envie de voir. Mais il ne joue pas Aragorn, non? Il a été présenté comme Grandpa, c'est bien ça. Grandpa, c'est Aragorn avant, non? Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Mais franchement, c'est incroyable comme les anneaux de pouvoir ont un peu traumatisé le fandom du Seigneur des Anneaux. Voilà ces nouveaux projets. Maintenant, les gars sont méfiants. Pourtant, il y aura Ian McKellen et l'acteur de Frodon. C'est ce que je dis. Les animaux fantastiques ont voulu élargir l'univers, mais ont échoué. Je pense que la série Harry Potter va maintenant avoir un potentiel pour s'étendre, mais j'espère qu'ils vont le faire de manière intelligente. Ouais, mon truc avec la série, c'est qu'ils développent l'univers à l'intérieur de la série elle-même sans avoir besoin de faire des spin-offs, tu vois? Oui. Genre, développe à l'intérieur de la série elle-même. Fais-le dans la série. Comme ça, s'il y a quelque chose de vraiment intéressant, un vrai engouement, là oui, tu fais un spin-off, tu vois? Mais ne va pas directement vers le spin-off, tu comprends? Comme ça évite les problèmes. Donc, en gros, développe à l'intérieur de la série elle-même, parce qu'il y a du potentiel. On voit déjà avec la pierre philosophale plusieurs moments qui ne sont pas dans les livres, ou du moins qu'on ne voit pas se produire, qui vont arriver dans la série. Hermione recevant une lettre, Ron recevant une lettre, n'est-ce pas? Drago chez lui, le ministre de la magie lui-même qui apparaît, avant même d'apparaître dans le livre, Lucius qui apparaît, Dumbledore qui enquête sur toute la tentative de vol de la pierre philosophale. Donc on va avoir ces intrigues et c'est déjà une expansion en soi parce que même si ça se passe dans l'histoire, on n'y a pas accès, on sait juste que ça s'est produit. La série va justement nous montrer comment ça s'est passé. C'est déjà une expansion, c'est cool. Tu vois, c'est la partie la plus intéressante, car tu développes l'histoire en accord avec ce qui est déjà raconté dans le livre, même si ce n'est pas décrit. Ce qui est encore plus cool dans tout ça, c'est de toujours se demander qu'est-ce que tel personnage faisait pendant tel événement. C'est ça, Hermione, elle rentre chez elle, comme ça, à Noël, avec sa famille. Donc,
On va montrer Hermione chez elle avec sa famille, racontant un peu de l'amitié qu'elle a nouée avec. Tu vois comme c'est sympa, ça développe, ça fait évoluer les personnages. Et tu parlais de La Coupe de Feu et du Prince de Sang Mêlé? Oui, pour moi, ce sont les deux saisons avec le plus grand, ce seront les deux saisons avec le plus grand potentiel. Pourquoi le Prince de Sang Mêlé? Le prince de sang mêlé, c'est à cause de tout le parcours là, le passé de Voldemort, n'est-ce pas? Son apparition, l'histoire de la famille Gon, toute l'exploration à travers les souvenirs là, c'est essentiellement un connais ton ennemi. Oui, tu vois? Oui, avant de le détruire. Connais ton ennemi, comprends ses faiblesses, c'est très important. Alors, on va avoir tout ce moment-là et je pense que déjà, parmi tous, bien sûr, la coupe de feu, ça devient déjà... Je pense que les livres deviennent plus sombres dès le deuxième. Je ne pense même pas que, waouh, c'est dans la coupe de feu que ça devient sombre. Dans le deuxième livre, des enfants sont attaqués et pétrifiés, tu vois? Selon le ton qu'ils donneront à la deuxième saison. Franchement, ça a le potentiel d'être effrayant. Oui, genre, tu vois, il y a Ginny qui se fait kidnapper, emmener dans la chambre des secrets. Il y a un basilic, c'est déjà sombre, c'est déjà différent. Même si la pierre philosophale a ce côté plus magique, tu sais, de présentation de l'univers, les vrais dangers arrivent surtout à la fin. C'est surtout à la fin qu'il y a des risques, non? Voldemort, c'est la silhouette encapuchonnée dans la forêt, en train de boire le sang de la licorne, et ça arrive plus vers la fin, ce n'est pas quelque chose de sombre qui accompagne l'histoire depuis le début, tu vois? On a plus de temps pour vivre la magie dans Harry Potter à l'école des sorciers, disons ça comme ça. La chambre des secrets, dès le début, Dobby apparaît déjà en disant Tu es en danger, n'y va pas, et tout ça. La plateforme qui se ferme, les choses qui se passent, donc un mystère commence déjà à s'installer là. Le prisonnier d'Azkaban, ça commence déjà avec un prisonnier en fuite, tu vois. C'est déjà plus sombre. Le prisonnier d'Azkaban, contrairement aux autres, pour moi, il se termine d'une manière plus heureuse. C'est-à-dire, tu vois, On sent que les choses vont avancer maintenant. C'est ça. Sirius, n'est-ce pas? On dirait qu'ils vont se retrouver. oui, découvrir que Sirius est innocent, c'est bien. Tu sais, ce n'est pas comme Ah, il a vaincu le méchant et c'est fini. Mais quelqu'un est mort, oui. Maintenant, la coupe de feu est déjà totalement sombre parce que tu vois, la coupe de feu est un livre qui, si tu t'arrêtes pour l'analyser, il a complètement un ton d'enquête. Tu vois, ça ressemble presque à un roman policier en fait. Si tu enlèves la magie, tu vois, ça fait vraiment plus policier, d'enquête et tout ça. C'est vraiment génial, franchement. Et puis, tu vois, il y a déjà la mort d'un adolescent, non? Cédric qui se fait tuer là, le retour de Voldemort, devant toute l'école, tu vois, c'est quelque chose de plus lourd. Et tu vois, je pense que tout le potentiel de l'histoire est vraiment là, dans ce mystère, dans ce côté du tournoi aussi, parce que ça apporte cet aspect-là. Ce côté ferveur de supporter, tu vois. Le fait d'avoir quelque chose pour quoi vibrer. Je pense que ce serait vraiment cool dans la série s'ils abordaient le tournoi d'une manière qui donne vraiment l'impression que c'est très dangereux. Puisqu'on parle de la coupe de feu, je vais te poser une question. Par exemple, dans les films, la première épreuve met davantage l'accent sur la question du dragon. D'accord? D'accord. Et avec le dragon, Harry appelle l'éclair de feu et il y va pour prendre l'œuf. Hmm. Aussi simple que ça. Oui, tu penses-tu que dans la série HBO, ils vont faire comme dans le film? Le dragon va s'échapper de l'arène? Ou alors ils feront comme dans le film et le livre, mais cette fois ils montreront, par exemple, les autres champions affrontant leur dragon. Ouais, je pense qu'ils vont montrer les autres champions en train d'affronter et je pense qu'ils vont suivre ce qui est dans le livre, mais en explorant d'une manière créative à leur façon, d'accord? Oui. Enfin, genre, pas que ce soit... Je ne pense pas que le dragon va se... Je ne pense pas que le dragon se libérera ni rien de tel. Ouais, mais je pense qu'ils vont montrer que c'est dangereux, qu'il y a un risque. Ouais, et que Harry est très habile en vol. Et comment cela a eu un impact sur cette épreuve, tu vois? D'accord. Parce que dans le film, même si c'est très cool, d'ailleurs je le dis, j'ai une rubrique où je parle des scènes qui sont meilleures dans le film, tu vois? Cette scène meilleure dans le film, selon moi, n'a pas de sens. Le dragon se libère sans intervention alors que c'est une école. Pour moi, c'est plus cool de le voir, tu sais, voler autour du château en fuyant le dragon.
Mais il y a certains aspects qui ne montrent pas vraiment les compétences de Harry, je trouve. Tu vois, c'est surtout lui qui s'enfuit, oui. Ensuite, on s'y reste sur le toit. Il manque de tomber du toit. Ouais, mais il s'enfuit de quoi, en fait? Genre, il y a un moment où il passe entre les trucs du pont, mais je n'ai pas l'impression que ça montre vraiment à quel point il était impressionnant en volant, tu vois? Oui, mais je pense qu'ils vont montrer les champions s'affronter et suivre davantage le livre. Ouais. Et c'est un bon côté du tournoi des trois sorciers, parce que tu vois, il y a un développement plus large dans les livres, que ce soit dans la deuxième, la troisième, surtout la troisième tâche. Waouh! Avec le sphinx, les araignées, le détraqueur, même le labyrinthe qui apparaît. C'est un truc de fou, vraiment. La Coupe de Feu est déjà un excellent film pour moi. Je pense que c'est celui qui m'apporte le plus de divertissement, parce qu'il y a aussi toute la partie avec le bal d'hiver. Oui, le bal, c'est le moment où le film s'arrête un peu pour se concentrer sur la dimension romantique, non? Ce côté adolescent des enfants aussi, c'est vraiment sympa de voir ce développement. Ça attire beaucoup l'attention aussi. C'est la première fois qu'il gère ça, non? Ce sentiment de je dois inviter quelqu'un au bal. Oui. Ouais, c'est cool, mec. Et dans Le Prince de Sang Mêlé, en y pensant, on parle beaucoup des souvenirs de la Pancine, mais il y a aussi le début de la relation entre Harry et Ginny. Oui, quelque chose qui a été complètement mal exploité dans les films. Donc Ginny, la romance entre Harry et Ginny, pour moi, c'est ça. Harry qui exprime ses sentiments avec elle. Car, qu'on le veuille ou non, tout ce qui s'est passé dans l'Ordre du Phénix, et dans Le Prince de Sang Mêlé, il commence à regarder Ginny différemment. C'est difficile pour lui car c'est la sœur de son meilleur ami, donc il se sent coupable. Ron n'est déjà pas quelqu'un de facile, très facile à gérer d'ailleurs. Ron, c'est un gars à qui tu dis quelque chose là, parce que c'est marrant, parce que tu vois, quand Ginny sort avec d'autres garçons dans les livres, Ron joue le protecteur, il dit non, tu ne vas pas embrasser ma sœur et tout ça, tu vois. Et tu vois que je pense que quand c'est Harry, c'est différent, parce que Ron aime bien Harry. Ce n'est pas juste tu ne vas pas embrasser ma sœur, tu vois. C'est un choc pour Ron, d'accord? Parce que je me souviens, dans les Reliques de la Mort, en plus de ça, tu vois, Harry et Ginny, ils s'embrassent de façon très intense d'ailleurs, là. Et Ron fait tout un sermon, tu vois. Je pense que c'est à Harry qu'il fait le sermon, en disant tu ne vas pas embrasser tout le monde, non? Parce que Harry rompt avec elle à la fin du Prince de Sang Mêlé, et puis dans les Reliques de la Mort, il s'embrasse quand elle lui dit Joyeux anniversaire, tu vois, et tout ça. Et là, Ron dit Tu as rompu avec elle et tu vas continuer à l'embrasser? Qu'est-ce que c'est? Ron, C'est juste du calme, Ronnie, c'est juste un petit bisou ici, mec. je ne suis pas. Tu n'as jamais entendu parler de juste s'embrasser, mec? Je ne suis avec personne, un de la série ici, mec. Je pense aussi que la quatrième saison, toute l'intrigue de Je la veux vraiment. Comme on sait que la série va explorer différents points de vue, j'ai vraiment envie de tout voir de ce point de vue-là, autant que possible. Du point de vue de Voldemort, de Barty Croughton Jr., de l'intrigue autour de Winky et Les gars, la Coupe de Feu a le potentiel d'avoir la meilleure ouverture de toutes les saisons. Franchement, la scène d'ouverture, enfin, si Azkaban montre aussi Sirius en train d'être arrêté, ça a aussi un énorme potentiel. On en avait parlé. Mais la Coupe de Feu, toute la question de la communauté, pensant que le jardinier là-bas était responsable de la mort dans ce livre. ce premier chapitre est merveilleux, mec. Et Léa, s'il te plaît. J'ai relu récemment, regarde quel miracle, mais j'ai relu récemment La Maison des Jeux d'Uzor et C'est un chapitre vraiment génial, mec. ils disent ils sont morts, froids comme. Ils le disent, hein, n'est-ce pas? Le gars, mec, je dis putain. Et le fait que là, c'est la maison du père et du grand-père de Voldemort, De la famille de Voldemort, n'est-ce pas? Mais du côté paternel, n'est-ce pas? Paternel, oui, c'est ça. de Tom Jedusor père, n'est-ce pas? Qu'il tue son père quand même. C'est fou. C'est vraiment génial. Sérieux, le début de la Coupe de Feu va vraiment donner des frissons. Harry se réveille chez les Dursley avec sa cicatrice douloureuse au lieu de se réveiller directement là-bas. Ce chapitre est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Il a un potentiel incroyable vraiment pour l'adaptation dans la série. Vraiment génial. En pensant au début de série, la pierre philosophale pourrait commencer avec Godric Solo, dont on ignore encore le début. J'espère que ce sera Dursley au travail, pour que ça ait vraiment l'ambiance du livre, Monsieur et Madame Dursley. Je voudrais simplement que ce soit Walter lors d'une journée ordinaire au travail. Mais au début de la saison, elles ont tout un grand potentiel. Mais la coupe de feu, parce que même l'année du prince ne va pas discuter avec le ministre Moldu. Le ministre discutant avec le ministre de la magie. Oui. Ce chapitre est aussi merveilleux, mec. Il s'appelle L'autre ministre. Ce chapitre est merveilleux, mec.
C'est merveilleux. Ce sont des choses que je trouve très intéressantes dans l'histoire. Tu vois comment les choses fonctionnent en dehors de Poudlard, en dehors de l'entourage de Harry. Genre, tu vois, le ministre de la magie qui parle avec le premier ministre Moldu, tu sais, c'est vraiment génial, mec. Le noyau du ministère de la magie va prendre de l'importance. Le fait qu'il apparaisse dès la première saison montre déjà leur volonté de créer un noyau au sein du ministère. Je trouve ça super. Je doute que le ministère de la magie soit dans la première saison. C'est un décor immense. Et on n'a rien entendu à ce sujet. Je pense qu'il pourrait apparaître en photo ou peut-être juste le bureau. Son bureau, c'est plus simple, non? Comme Ron qui reçoit la lettre au terrier, pas besoin de créer tout le décor du terrier. Ils font juste la cuisine. Ils construisent la cuisine dans un premier temps, et après, ils construisent tout le reste. Et regarde, comme HBO construit chaque décor, chaque brique, je ne serais pas surpris s'ils construisaient le terrier en entier, tu sais? Mon gars, vu comment? Moi aussi, j'en doute. Moi non plus, je n'en doute pas. Ensuite, ils ouvriront aux visites et gagneront des millions de dollars. Voilà l'idée, les gars. Ah, ça, je pense qu'ils vont le faire à coup sûr. Tu crois qu'ils ouvriront après le tournage et proposeront des visites de studio? Bien sûr qu'ils vont le faire, hein, mon ami. Ils vont agrandir ça, c'est sûr. Tu es fou. Et tu sais, ils vont faire ça d'une façon que c'est parce que tu vois, c'est ce que je pense, hein, c'est ma vision des choses. Les films, ils ont déjà fait la visite du studio, mais c'est un truc, tu vois, ce sont des parties de décor et des accessoires, non? C'est ça. Le seul endroit, c'est la grande salle. Oui, c'est ça. Elle est toujours à l'endroit où ils ont tourné. Oui, la grande salle est entièrement là, mais les autres choses, par exemple, il y a un couloir de l'auberge du Chaudron Baveur en perspective forcée. Il y a Le miroir du Rised. il y a le miroir du Rised. Il y a l'entrée de la grosse dame, La salle commune de Gryffondor est ici. de la chambre des secrets. Donc, ce sont des parties de décor qui, une fois démontées, ont été envoyées là-bas et sont exposées. Maintenant, s'ils n'ont pas fait ça en pensant, genre, à l'avenir, faisons une visite des décors. Maintenant, mon ami, ils ont l'idée que cela peut... Ce chemin de traverse, désolé. S'ils n'ouvrent pas ce chemin de traverse à la visite, je suis un réfrigérateur et une cuisinière. La façon dont ils ont construit ce chemin de traverse, c'est venez me rendre visite. Mon ami. Et c'est complètement relié du chaudron baveur au chemin de traverse, tu vois. Genre, regarde comme c'est Instagrammable. Ils n'ont pas filmé ta réaction là-bas? Vous comprenez? Alors, les gens vont faire le trajet depuis le chaudron baveur et faire exactement la même chose que toi, dans le sens d'y aller et de tomber directement sur le chemin de traverse. Donc, je ne sais pas s'ils allaient, après avoir terminé les tournages, tu vois, de toutes les saisons, s'ils allaient compléter là-bas parce que je ne sais pas. C'est parce que l'idée, si on y réfléchit, ce n'est pas la même proposition qu'un parc, n'est-ce pas? Oui. Le parc, lui, est plus immersif. Il y a des manèges, tu vois, et des attractions. Le studio, tout le studio, c'est beaucoup plus en coulisses, tu vois. Donc, probablement, les parties où il n'y a pas de construction ou quoi que ce soit, ils vont les isoler et tout, tu vois. Et les gens vont pouvoir se promener dans le décor du chemin de traverse des films. Toute la ruelle est là. Oui, aussi, tu vois. Ça paraît tellement petit, non? Oui. Maintenant, je me souviens que ceux qui sont déjà allés dans les studios aussi, savaient de quoi on parle. Quand tu entres, mec, c'est vraiment petit. Et puis tu regardes ce nouveau mec, les proportions sont folles. La série, c'est essentiellement les films sous stéroïdes. Les décors, parce que tout est plus grand, mec. La grande salle est plus grande, le chemin de traverse est plus grand. Les Dursley, la maison des Dursley, c'est... Tu es entré là-bas, c'est peut-être de la même taille, mais ce que je veux dire, c'est que l'impression que ça donne au public, c'est que tout est à un autre niveau. C'est fou. J'étais très curieux. Il y a une scène de Poudlard dans un documentaire, quand ils entrent dans le hall d'entrée avant la grande salle à gauche, non? Et je me suis demandé, d'accord, il y a le hall d'entrée là, mais si je tourne à droite, où est-ce que je vais? Tu comprends? Ou si je monte ces escaliers, est-ce que c'est vraiment juste un fond bleu et il n'y a rien d'autre? Je voulais savoir lequel. Non? Il y a une connexion. Là, ici, c'est le hall d'entrée, puis il y a la porte à gauche, c'est la grande salle. Voilà. Et à droite, et ce pont ici mène à une autre partie. À droite, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Autre endroit de Poudlard, tu y vas. Si tu tournes à droite, non. À droite, je ne sais pas s'il y a quelque chose. D'accord. D'accord? Si tu continues, c'est ça. Sur le pont, sur ce pont où il y a le petit drapeau bienvenue aux étudiants de première année, ce pont mène à un autre endroit, un autre décor là-bas. Sur place, ressens-tu aussi à quel point l'endroit est immense? C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. Très grand. Très grand, purée, mec.
C'est surréaliste quand tu entres, tu te dis mince alors non? Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Non, pour les endroits déjà apparus, je ne vois pas de problème. Quand on est arrivé pour voir la grande salle, on est d'abord passé par ce hall d'entrée, Aussi ce hall d'entrée. là où il y a le petit pont, non? Il n'était pas encore terminé. Ah non? Non, il n'était pas terminé. C'était quel mois? Peux-tu dire le mois? Septembre. Il filmait encore, un peu en mode B avec une diagonale. C'est ça, oui. Alors non, quand on est arrivé, d'ailleurs, Mara quitte la hache. La directrice, elle a dit, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous allons tourner une scène ici dimanche. Waouh, c'était peut-être celle des élèves qui venaient, non? Probablement. Genre, mec, Bruna, tu te rends compte à quelle vitesse ils font les choses. Ils construisent vraiment vite. Je me dis, ah, parfois tu penses au planning, genre, ce mec, tout est organisé. Ouais, les gars savent ce qu'ils font, c'est vraiment... Et je pense que dans ce genre de production, il n'y a pas de retard. Mec, ça sera prêt ce jour-là, car on doit filmer ce jour-là, et tout est déjà calé avec acteurs et figurants. Filmer ce jour-là, tout est déjà réglé. Alors débrouille-toi. Mec, c'est trop cool. Mais la grande salle, il était déjà presque fini. D'accord. Il était prêt, Il était prêt, complètement prêt. complètement prêt, mec. Quelle folie, mec. Et ils ont ouvert la porte. Elle était déjà ouverte quand vous êtes entrés, tu te souviens? Ou elle s'est ouverte? Ah, non. On est entré par derrière. Ah, D'accord. on est un peu entré par les coulisses. Puis on est entré. Ah, un endroit secret. C'est ça. C'est là, je dis ici, je dis bah moi comme ça, ce n'est pas seulement une opportunité, je pense que c'est le rêve de n'importe quel fan de visiter et de pouvoir tout faire. Mais ah waouh, c'est fou. Je deviens fou rien que non. C'était incroyable que tu racontes ça. Je dois me retenir car souvent j'envoie ça à Tibio. Laisse l'homme, non. Souvent j'envoie comme ça. Laisse-le raconter un épisode juste sur sa visite. Souvent j'envoie comme ça, tu vois. Salut, ça va? Oui. Tu peux parler maintenant? Non mec, genre Ce n'est pas pour spoiler, c'est juste raconter l'expérience, tu vois. Comment c'était? ouais. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Parce que ceux qui ont déjà visité les studios à Londres savent que c'est un espace immense, non? Oui, là-bas, waouh, il y a plusieurs hangars à visiter, bref, tout un tas de choses. Mais le tournage, c'est ailleurs, non? Et je pense que les gens n'ont pas idée, peut-être qu'ils en ont une, mais de l'ampleur que tout cela représente. Ouais, c'est fou. Tu dois prendre une voiturette de golf pour arriver sur les plateaux, non? C'est vraiment fou. C'est vraiment génial. Mec, waouh, t'es fou. Imagine un Projac. Non, je ne vais pas dévaloriser le Projac. Mais imagine, je pense que ça doit être un Projac 10 fois plus grand. Non, c'est énorme, mec. C'est impressionnant. Bon, mais pour revenir, juste pour qu'on ne perde pas le fil. Oui. Je pense aussi que la première saison, aussi incroyable que cela puisse paraître, a du potentiel, un potentiel énorme. Parce que c'est le début de tout, l'ouverture vers le monde de la magie. Et HBO dit, c'est notre produit. Et nous devons... Depuis le début, c'est surtout une carte de visite. Exactement. Je dirais même plus, hein? Au-delà d'une carte de visite, tout a été construit. Toutes ces années ont mené à ces 8 épisodes et présenté au public quelque chose qu'ils n'oublieront pas. Je pensais à la première saison et je pense aussi qu'elle a le potentiel pour être l'une des meilleures. Tout comme j'aime beaucoup le film Harry Potter à l'école des sorciers, mais pour la raison suivante, je pense que maintenant ils ont réussi à mieux comprendre un peu de la solitude de Harry. Une chose que le documentaire lui-même dit à propos de Harry, c'est que c'est un garçon qui franchement ne se sent pas à sa place. Il n'a pas l'impression d'avoir sa place nulle part. Oui. Et petit à petit, il commence à laisser sortir ce côté-là. Je dirais que la scène du miroir du Rized, Gisèle, tu vois la petite tête que Dominique fait, celle qu'il a en voyant Madame Weasley serrer Ron à côté de Tim. En regardant, Dominique est très expressif, n'est-ce pas? En regardant ça, en voyant tout ça, je pense que la scène du miroir a le potentiel pour... Je pense que ça fait couler une larme. Une larme. Waouh. Mec, On ne va pas se tuer. Non, je pense que la première saison a un énorme potentiel, mec. Elle a un énorme potentiel parce que c'est cette saison qui va définir qui va continuer à regarder ou pas. c'est une lourde responsabilité. Tu comprends? Et regarde, Warner a déjà compris que les animaux fantastiques a besoin du public occasionnel. Oui, si le public occasionnel n'adhère pas au truc, alors tu restes dans ta bulle. Qu'est-ce que ça veut dire rester dans la bulle? Ah, il y aura toujours un énorme engagement, évidemment. Chaque publication, tout. Mais les gens de l'extérieur, c'est juste entre les fans là. C'est ça. Et regarde, même la communauté de fans de Harry Potter n'est pas énorme. Mais le public occasionnel fait une énorme différence, bien sûr. Bien sûr que ça fait la différence. Et c'est ça. La première saison, elle a le potentiel d'être grandiose, d'être l'une des meilleures.
Et il y a cette tâche très exigeante, je ne vais pas dire difficile, mais exigeante, parce que nous parlons de personnes qui sont déjà habituées à plus de 20 ans de films. Oui, certaines personnes comparent même la couleur des briques. Tu as compris? Des personnes qui regardent pour la première fois, des personnes qui ont regardé une chose ou une autre, mais qui n'y ont jamais vraiment été accrochées. Tu vois, Donc la nouvelle génération que HBO veut vraiment atteindre. la nouvelle génération. Et donc, cette première saison va vraiment être la porte d'entrée. Oui, tu vois? Donc, c'est pour ça qu'elle a ce potentiel d'être extrêmement grandiose. Et les gens vont dire, voilà, c'est ça qu'on va offrir. Tu comprends? C'est ça. Oui, à partir de là, ça ne fera que s'améliorer. Tu as compris? Je suis d'accord avec cette idée. À partir de là, ça ne fera que s'améliorer. Parce que, selon moi, je pense que, bien ils vont déjà commencer à tourner la Chambre des secrets bien plus tôt. En gros, environ 4 ou 5 mois avant la sortie de la première saison. Oui. On a cette responsabilité. Tout doit être parfait, hein, bien sûr. Bien sûr que tout ne sera pas parfait à 100%. Il y aura des choses qui ne plairont pas aux fans. Mais tu vois, hein, je sens qu'ils savent. Ils sont. Après le documentaire, j'en suis encore plus sûr. Parce qu'ils essaient vraiment de satisfaire chacun, mec. Oui, je vois beaucoup de potentiel. La pierre philosophale est une histoire très magique. Je pense à la scène de Harry là-bas, dans la neige. Je pense que dans l'épisode de Noël, ils doivent vraiment se concentrer sur l'interaction entre les personnages. Oui, pour qu'on ait cette sensation de câlin chaleureux que Harry Potter apporte. Ça a toujours été comme ça. Et la directrice de casting, elle en parle dans le documentaire, n'est-ce pas? Que cette première saison, elle est principalement centrée sur Harry qui découvre la valeur de l'amitié. N'est-ce pas? Pour Harry, ce n'est pas seulement l'intrigue de Oh, Harry découvre qu'il est un sorcier. Il se bat contre Voldemort, la pierre philosophale. Par-dessus tout, c'est une histoire d'amitié. Harry a appris ce qu'est l'amitié. Parce qu'il n'a jamais eu d'amis. C'est cette année-là qu'il va développer cela. Elle en parle, non? Je trouve intéressant ce qu'elle dit sur le fait qu'au début, Harry a du mal avec le contact physique. Oui, parce qu'il n'a pas l'habitude d'être touché. Moi aussi d'ailleurs, c'est toi qui as fait ce truc où tu as lu chacun des papiers sur lesquels c'était écrit. Oui, Kako est un peu comme ça, les gars. Il n'a pas l'habitude du contact physique N'est-ce pas? et il a plus de facilité à se faire des ennemis que des amis. C'est ce à quoi il est habitué, tu comprends? Donc, ça va être très intéressant de voir ce Harry arriver aussi inexpérimenté et évoluer au fil de la saison. Je veux vraiment qu'ils arrivent à transmettre cette idée que Harry, Ron et Hermione n'étaient pas comme ça. Surtout Harry et Ron l'étaient, non? Mais Hermione, elle rejoint ce trio. Après, Du troll, donc je veux qu'ils montrent cette distance. D'autant plus que Ron parle un peu d'elle. Pas en mal, mais il la taquine un peu. lui, Ron et même Harry aussi, non? Il dit Ah, il y a un moment où il dit Ah, je pensais que tu ne nous parlais pas, quelque chose comme ça. Elle dit Vous allez faire perdre des points à la maison. Même lors du duel à minuit, elle les suit parce qu'elle ne voulait pas simplement qu'ils y aillent. Et voilà. Elle finit par y aller avec eux parce qu'elle reste dehors et Ron dit Non, tu ne viens pas avec nous. Elle répond Ah, si, j'y vais. C'est lors du duel de... Lors du duel à minuit, oui. Et là, Neville est avec eux. Un troll, n'est-ce que pas? C'est quand il. Oui, avant le troll. C'est le troll. Quand il rencontre Touffu là-bas, non? Je pense qu'avant, la relation Hermione, si ça a toujours été comme ça, non? Elle leur fait des reproches là plusieurs fois tout au long de l'histoire. Mais je veux dire qu'avant, il y avait ce côté où elle voulait leur donner des ordres. Voilà. Ensuite, il y a ce je suis avec vous. Oui, mais elle continue à donner des ordres. Oui, comme ça. Elle a vraiment ce côté autoritaire. Mais ça donne un air plus amical. Parce que le passage du troll, pour moi, c'est un de mes passages préférés du livre. Qu'il est impossible de vaincre un troll de plus de 4 mètres de haut. Sans finir par, n'est-ce pas? Sans devenir amis, oui. Et j'espère que dans la scène, dans la série elle-même, ils réussiront à apporter la légèreté de ce moment. C'est le moment où le trio s'unit. Je ne sais pas comment ils vont faire dans la série. Je ne sais pas si j'attends. Il existe une scène coupée du premier film où ils marchent dans les couloirs. Je vais demander à Eric de la montrer à tout le monde, car beaucoup ne la connaissent peut-être pas. Version longue. C'est dans la version longue de l'école des sorciers, avec les scènes coupées. On les voit marcher dans le couloir après l'incident du troll. Et je trouve ça très... C'est sympa que Ron dise À quoi servent les amis? Alors, c'est vraiment sympa. Waouh! Et en y pensant, et pour la meilleure saison. Bien sûr, je pense que ce que tu as dit sur le public occasionnel. Je pense que Harry Potter a ce truc de Ah, tu as ton livre préféré, ou Kako a son livre préféré,
ou ton film préféré. Je pense que la série gardera toujours un large public. Je m'intéresse moins à la Chambre des secrets, mais je vais regarder. En revanche, Le prisonnier d'Azkaban, Il n'y a pas moyen. mais Le prisonnier d'Azkaban, putain, j'aime vraiment trop. Donc je ne peux pas rater cette saison. Je pense que ça reste un peu dans la tête des gens. Je pense que l'audience de Harry Potter va commencer avec un énorme boom. Mais la plus grande qualité sera de réussir à maintenir, pas le boom complet, bien sûr. Les chiffres du premier épisode vont être fous, mais au moins garder une certaine stabilité. Une grande stabilité. Une stabilité 2 fois supérieure à celle de la plus grande série de HBO jusqu'à présent. Non, je n'ai aucun doute que la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers là-bas va être quelque chose. À Noël, hein, ça va être le plus grand lancement. Ça va être le plus grand. HBO n'a jamais eu de chiffres pareils. Elle va les avoir avec Harry Potter, tu vois. Ça va être fou. Ça va être énorme. Et je crois que ça... Bien sûr, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder. Même ceux qui n'aiment pas vont regarder. Même ceux qui n'aiment pas vont regarder parce que critiquer quelque chose, ça crée aussi de l'engagement. Alors, les gens, ou bien la personne va être complètement hypocrite, ne pas regarder et en parler quand même, comme si elle avait vu. Ou alors la personne regarde juste pour critiquer en connaissance de cause. Tu sais qu'en période d'élection, il y a le vote honteux. Tu connais? Non? C'est par exemple, quelqu'un va venir te voir et va te demander pour qui tu vas voter. Tu vas dire un certain candidat et quand tu arrives à l'urne, tu votes pour un autre. Tu ne veux pas dire que tu vas voter pour ce candidat, n'est-ce pas? Il en sera de même avec la série. Que va-t-il se passer? Même ceux qui disent ne pas regarder vont le faire et ça compte pour l'audience. Beaucoup regardent sans l'admettre, personne ne saura qu'ils regardent. Je vais regarder juste pour vérifier, même si je n'aime pas. Mais ça compte. Mais ça comptera dans les chiffres, donc oui, ça va l'être. La bande-annonce a été la plus vue en 48 heures, en faisant plus du double de celle qui avait eu le plus de vues. Donc je crois que l'audience va dépasser ça, 2 fois ou même 2 fois et demi plus que le projet le plus réussi de HBO jusqu'à présent. Ouais, d'accord. Maintenant, parlons ici de... Je vais parler des miennes, d'accord? D'accord. Celle que j'attends le plus. Je pense que la saison qui a le plus de potentiel, en plus de la Coupe de Feu aussi, c'est dans mon cœur, je dirais que l'Ordre du Phénix avait un potentiel énorme. J'adore le troisième acte de l'Ordre du Phénix. Je pense même que c'est peut-être le meilleur troisième acte des 7 livres. Je pense que l'histoire du département des mystères, telle qu'elle est dans les livres, n'a pas d'égal. Elle est vraiment excellente. Donc les portes, le cerveau, leur arrivée au ministère, leur entrée dans cette cabine téléphonique, les 6 ensembles là. Et cela me réconforte le cœur, mais surtout parce que oui, Des enfants qui meurent. un réconfort. C'est un réconfort pour nous, pauvre Sirius. Mais voilà, montrer la mort de Sirius, puis Harry qui détruit pratiquement tout le bureau de Dumbledore. Et là, Dumbledore, ah, je pensais déjà qu'il était là. Il détruit, puis encore davantage. Quelle rage. Quelle rage. Dumbledore est vraiment salaud, non? De toute façon, je devais déjà tout nettoyer. Eh ben, mec, Dumbledore est comme ça. Donc, je trouve que le troisième acte de l'Ordre du Phénix a l'un des plus grands potentiels, mais en même temps, je vois des parties de cette saison comme un gros problème. Ouais, par exemple, je me rappelle que les chapitres sur Grope étaient très ennuyeux lors de ma lecture des livres. Très ennuyeux. Vraiment très ennuyeux. Et là, tu vas avoir 12 minutes d'un épisode, ou 13 pour montrer Hagrid et Madame Maxime. Pour Grope, d'accord. Parce que Grope, que tu le veuilles ou non, tu vois que Grope est vraiment aléatoire. J'aime leur partie avec les géants, en essayant de recruter les géants et tout ça, et la partie des mange-morts. Je trouve ça cool. Maintenant, la partie de Hagrid avec Grope, je la trouve un peu ennuyeuse. Tu sais ce que je... Si quelqu'un me demandait, Chego, quel personnage tu trouves le plus aléatoire de tous les livres? Je dirais Grope. Parce qu'il y a tout ce sous-thème où il est là pour sauver d'ombrage quand on a besoin des centaures, mais après, voilà. Mais je pense que Grope fait comme ça. Ned sait pas. Ah, mais c'est non, il vient à la bataille de Poudlard, dit non, mais tu vois, c'est un truc, ce que je pense. Donc, la partie avec Grope est un peu ennuyeuse, oui. C'est un peu ennuyeux. Mais bon, c'est la famille de Hagrid, tu vois. Genre, c'est ça. Oui. Et il est heureux, non? Ouais, en voyant Nick Frost, je peux l'imaginer tout gamin, heureux comme ça, avec son frère. Tu vois, genre, son père est mort. Son père est mort quand il avait 13 ans. Sa mère l'a abandonné bébé. Alors, il trouve Grope, c'est un peu comme s'il avait une famille, tu vois. Et on sait comment Hagrid est avec les créatures. Un peu, oui.
Peut-être qu'ils exploreront ce côté plus émotionnel. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un point qui mérite de l'attention. Et j'ai dit de ne pas laisser traîner les choses. J'ai évoqué la 5e saison car je souhaitais qu'elle soit la meilleure. Je pense que l'Ordre du Phénix a un potentiel qu'on a déjà évoqué. Selon toi, quelle sera la meilleure et la pire saison? Je ne sais pas à quel point c'est attractif pour le public de regarder les élèves passer des examens de buse, par exemple. D'accord? Je ne sais pas à quel point ça... En tant que fan, Je trouve ça super cool. moi aussi, c'est ça le truc. Je pense pareil. Mais cette partie-là qui est vraiment géniale, où ils font ça là-bas, c'est dans la tour de divination ou d'astronomie. Non, la tour d'astronomie. Astronomie, où il passe le test et les aurores encerclent aussi le refuge de Minerva. Pour moi, l'un des meilleurs passages des livres, c'est cette attaque surprise. Oui, je pense que ça a le potentiel d'être vraiment génial aussi, d'être très bien, mais comme c'est le plus gros livre, il y a un risque que ça devienne un peu lent à certains moments. Le scénariste va arriver et va dire, par exemple, je pense que cette saison parle de Harry et de Sirius, d'accord? Parce que les films ont réussi à capter un peu de cette émotion, même si je trouve que c'est encore peu, oh non? Cette scène où ils s'enlacent au Square Grimward, je trouve ça très beau. Mais je pense que j'aurais voulu encore plus de cette relation entre Harry et Sirius. Beaucoup plus. Et donc j'espère qu'ils réussiront à apporter plus d'émotion pour que sa mort reste marquante. Et Sirius, je veux ce Sirius plus irresponsable, plus imprudent, tu vois, qui parfois dit même des choses un peu insensées, genre j'aurais voulu affronter les détraqueurs, je suis coincé ici, tu vois. Et bon, Harry a vraiment pris un risque à ce moment-là, tu vois. Donc c'est ça que je veux voir. Et c'est la saison où tous les fans attendent aussi avec impatience de voir l'histoire des maraudeurs. Le pire souvenir de Rogue, comment ils vont faire ça. Donc c'est une saison qui aura ses problèmes, entre guillemets, mais en même temps, pour moi, elle continue d'avoir du potentiel. Parce que je suis fan et je vais vouloir tout voir. Non. Je pense que quand on parle de saison et de potentiel, elles en ont toutes, mec. Elles en ont toutes. Elles en ont toutes, tu vois. Je pense que si on s'arrête pour regarder la saison en faisant beaucoup de suppositions, c'est vraiment une intuition complètement aléatoire de ma part, basée sur mon ressenti. Je pense que la saison la moins marquante pourrait être La Chambre des secrets, même si le livre est très bien, même si c'est le cas, je pense que les autres, ce n'est pas qu'elle sera mauvaise, mais les autres seront bien meilleurs. Mais tu sais qui a le potentiel de rendre cette saison très différente des films? L'actrice qui joue Ginny. Oui, C'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque des films. J'adore Bonnie, je pense que... Mais si on a une Ginny plus drôle, plus... C'est une meilleure actrice pour Ginny. Je pense qu'elle a le potentiel de voler la vedette à... Non. et Ginny vit un drame là, tu sais, en deuxième année. Ouais, donc c'est un drame qui, bien exploité, sera intéressant. Mais En même temps, ils ne peuvent pas trop explorer, tu vois, parce que sinon, ça gâche le spoiler de la saison. Oui. Tu ne peux pas montrer Ginny seule là-bas. Qu'on le veuille ou non, c'est la saison où l'actrice devrait briller, mais elles ne peuvent pas le montrer. Ce qu'ils peuvent voir, c'est genre une Ginny, genre pâle, pas pâle, fatiguée, tu vois. Je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je suis très enthousiaste de voir cette actrice qui joue Ginny. Je pense qu'elle... elle va être très bonne. Je pense, mec. Allez, moi, ça va être super. D'ailleurs, ils cherchent déjà des figurants pour la Chambre des Secrets, mec, pour des tournages en juillet. Qui habite à 45 minutes de chez nous? Ils ne se préparent même pas. Ils vont déjà l'être. J'adore ça, je veux que les prochaines années soient pareilles, mec. J'étais triste car La Chambre secrète sera sûrement un film ou une série, peut-être une saison, principalement tournée en intérieur. Oui, c'est vrai. Il n'y aura peut-être que là. Chambre des secrets. Alistair était là en train de filmer à King's Cross. À King's Cross avec la Ford Anglia. Au moins, on va voir à quoi ils vont ressembler, plus ou moins. Oui, parce que je pense qu'ils vont beaucoup grandir pendant le tournage de la deuxième saison. Oui. Maintenant, bien sûr, ils grandissent chaque jour, mais je ne pense pas qu'il y aura une différence aussi grande. Quand Locke Pratt arrive dans Le prisonnier d'Azkaban, il mesure 3 mètres. Non, le gars, les gens disent: «Ah, comment ont-ils engagé un garçon de 14 ans?» En fait, il en avait 13. Commençons par là. Il avait 13 ans durant la majorité du tournage de la première saison et vient d'avoir 14 ans en juin. Enfin, ah non, on n'est pas en... C'était... C'est un tyran, non? Donc le fait qu'il soit plus grand donne justement une certaine impression d'oppression sur les autres enfants. C'est dans le scénario, je pense, le fait qu'il soit plus grand. Il va vraiment intimider. Oui. Imagine Draco à côté de Sima Sininga, mec. Et tu as fait un excellent travail. Mec, waouh, mec. Simas va disparaître dans le cours de potion.
Ce truc où il fait exploser des trucs, C'est dans les films. c'est dans les films? Non, c'est dans les films, mais j'espère qu'il ne va pas continuer. C'est dans les films, je pense que chaque personnage doit avoir son moment de briller. Ouais. Dino Thomas, j'espère qu'il aura un moment dans un épisode pour briller. Qu'on explore plus Dino. Et l'histoire de Dino est très intéressante, mec. C'est très intéressant. Il pense qu'il est un émoldu, mais en réalité, son père était un sorcier. Et il pense que son père a abandonné sa mère. Mais en réalité, son père a été tué par des mange-morts pendant la première guerre des sorciers. Et son père n'a pas dit à sa femme qu'il était sorcier pour ne pas l'exposer, pour qu'elle ne court aucun risque, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il s'enfuit dans les reliques de la mort. Il devient un fugitif là-bas avec Gripsec, avec l'autre gobelin. Avec l'autre, Edin, il apparaît aussi dans l'Observatoire Potter, non? Oui. D'ailleurs, moi j'ai hâte que l'Observatoire Potter soit mentionné dans la série, parce que toi tu as déjà eu Calderon Furado. Moi je n'ai pas encore eu droit à une mention de l'Observatoire Potter. D'ailleurs, il mentionne mon nom, n'est-ce pas, à certains moments. Kako. Où ça? Harry était en morceaux. Kako. Kako, il le dit. Mais il le dit, non? Dans le livre? C'est écrit là, il était en morceaux, je ne sais plus quoi. Ah, mais un Kako, genre brisé, non? Mince. Je me souviens que dans la partie où l'Observatorio Potter apparaît dans le livre, c'est écrit en italique, comme ça. Alors parfois, moi je prends une photo de la page, regarde, ils ont parlé de l'Observatoire. Une fois, j'ai fait un tweet, regarde, comme les gens sont crédules, ils sont naïfs. J'ai fait un tweet, c'est merci pour l'hommage à la chaîne dans les reliques de la mort, ici, parce que j'étais très content de cette citation, de ce souvenir. C'est vraiment vrai? Ah non, mon gars. Ma chaîne s'appelle L'Observatoire à cause d'une radio qui n'a même pas été dans les films. Ils l'ont coupée. J'aime parfois poster un truc comme ça, tu vois, sur Twitter. Théorie, Tom Riddle, en réalité, c'est Lord Voldemort. Non. Ça génère beaucoup d'engagement. Les gens se disent, Il n'a pas lu les livres. Les gars, c'est une théorie. Non, j'adore quand tu dis comme ça. Tu savais que les effets que le... Rému Lupin. Tu savais que l'acteur de Rémus Lupin ne sait pas... Il ne devenait pas vraiment un loup-garou. Les gars, c'est un vrai manque d'engagement. Non, mais non, la seule histoire ici... Ils ont copié mon tweet et les pages Harry Potter l'ont repartagé. Normal, waouh, c'est ce qui arrive le plus sur Twitter. La seule histoire que tous les fans pensent vraiment être une fake news, mais qui est vraie, c'est celle des jumeaux, qu'ils se sont rencontrés lors des auditions. C'est vrai, c'est la seule que les gens pensent être une fake news, pourtant c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, en pensant aux autres saisons, les reliques de la mort, le prince de sang mêlé, l'ordre du phénix, je pense que bien sûr, à partir de... C'est que les reliques de la mort, c'est le grand final, non? Oui, ils ajouteront un épisode sur le passé de Dumbledore, ce sera beau. On pourra profiter de John Lithgow dans la dernière saison, pas seulement dans la partie du limbe. De l'après, là, quand Harry meurt. Donc j'espère qu'ils auront ces souvenirs avec... Et aussi, Désolé de te couper, le prince de sang mêlé et les reliques de la mort, on va avoir beaucoup de rogues, mec. C'est-à-dire, ce sont les deux saisons où je pense que les reliques de la mort encore plus. je trouve la scène du serment inviolable dans Le Prince de sang mêlé vraiment géniale. En fait, c'est que je suis vraiment un grand fan d'Alan Rickman, désolé. Et c'est pour ça que... Ah, c'est pour ça que je comprends même les personnes qui ont énormément de difficultés par rapport à... Non, ici, ils ont du mal à associer. Pas les personnes qui sont dures avec l'acteur, tu vois. Ils évoquent un de ceux qui ont cette difficulté, tu sais. Tu es en train de te justifier parce que, Parce que l'acteur... Non, parce qu'Alan Rickman, il est vraiment un génie, mec. oui, Il était... Et il va... Et le pape dit c'est tôt, il va réussir. D'ailleurs, mais il vient de gagner l'Olivier Awards. Oui, c'est comme... Aux États-Unis, là, il y a le Tony Awards, non? C'est la plus grande récompense du théâtre américain. Au Royaume-Uni, c'est le Olivier Awards, la plus haute distinction théâtrale britannique. Il a gagné le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour la pièce All My Sons, où il joue avec le gars de Breaking Bad, là, Bryan Cranston. oui, c'est ça. Et donc il a gagné ce prix pour acteur dans un second rôle, il a même fait un post sur Instagram d'ailleurs. Il est rentré en métro. Tu as vu ce message? Tu es à lui? Dans le dernier où il rentre, j'ai trouvé ça très cool. Et donc il était avant-hier, si je ne me trompe pas, ou la semaine dernière, il y a eu une vidéo où il a été invité avec un hommage aux acteurs là-bas, où il interprète Hamlet, n'est-ce pas? C'était la pièce qu'il a jouée au Royal Shakespeare. Et il récite son passage là-bas. Et tu vois qu'en parlant, ses yeux se remplissent de larmes. C'est un acteur qui a une très grande facilité à exprimer ses émotions. Severus Rogue, joué par Alan Rickman, cachait ses émotions. Réservé, n'est-ce pas? Et le Rogue de... Des livres à une certaine froideur. Et le Rogue des livres, il parvient à contrôler. Et à certains moments, il explose, c'est ça. Alan Rickman, on ne le voit pas faire ça, même durant l'Occlumency, non? Qui était l'un des moments les plus troublés, disons, de l'histoire de Severus Rogue, quand Harry voit ses souvenirs.
il prend. Juste par le cou. Dans le livre, c'est absurde. Oui, dans le livre, il crie « Sors d'ici !» Genre « Je ne veux plus jamais voir ton visage. Sors d'ici !» Alors, ces mecs... Je veux ça du prisonnier d'Azkaban, surtout quand il perd vraiment le contrôle à la maison des livres. Ce Severus Rogue incontrôlable, c'est ce que je veux voir. C'est ce Rogue qui va balancer le bababe. Mec, ici, il va balancer le E, tout à coup, il perd le contrôle, mais après, il se reprend. Tu vois? Tu sais ce que j'aime dans les films? Alan Rickman, il a même donné une touche un peu drôle à Severus Rogue à certains moments. Mais tu sais, hein, ce moment où ils sont à la fête de Slughorn, tu vois? C'est la meilleure. C'est la meilleure scène de Harry Potter. Il va transmettre un message à Harry. Le professeur Dumbledore a demandé de prévenir je ne sais quoi. Alors Harry dit Où il est allé, « N'est-ce pas? Où est-il allé, Severus Rogue? et il part, mec. C'est vraiment bien, mec. C'est vraiment bien. Je pense qu'ils ont essayé d'apporter une touche plus humoristique au Severus Rogue d'Alan Rickman. Ah, cette partie de la coupe de feu, quand il tape, non? Sur les manches, comme ça, et il tape. C'est quelque chose qui rappelle... De la communauté Orkut, Pédale, Potter, Pédale, Weasley, Waouh, c'est vraiment pédale, Robin. Très millénial, tu vois? Pédale, Robin. Les gars disent combien de claques j'ai prises sur la tête à l'école à cause de ce Pédale, Robin. Je voulais parler du même dado actuel. Tu sais ce que font les gens? Lequel? Je ne comprends pas, je crois être déjà vieux. Le 6-7. C'est ce que font les ados aujourd'hui. Antonio Nunes? Oui. Antonio Nunes? Il n'y a pas la chanson Aïe, il n'y a pas la petite musique, il n'y a pas une petite musique maintenant sur laquelle ils dansent. Non? Pom, pom, nanana. Non, je ne sais pas. Il y en a une? Oui, mais pauvre, tu as un adolescent à la maison, comme ma fille, elle est encore une enfant, je ne sais pas ce que c'est. C'est que, voilà, j'ai rencontré un adolescent ces derniers jours. Je suis allé rendre visite à des gens, à un parent chez Mariana, et il y avait des adolescents là-bas. Et mec, j'aurais voulu demander, mais je ne l'ai pas fait, genre, de quoi vous parlez en ce moment, tu vois? Quelle est la mode du moment? Tong 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 sahur. C'est la musique qui passe. N'est-ce pas? Ce n'est pas un truc comme ça. Mec, je me demande de quoi parlent les ados aujourd'hui, Formule 1 foot. Le foot, c'est toujours là, non? Dans toutes les générations. Quels films ils aiment? Qu'est-ce qu'ils consomment et d'où ça vient comme Globo aujourd'hui? Dans Globo Reporter. Si t'es un ado qui nous regarde, je sais pas, t'as 15, 16 ans, 17, même si notre public cible, c'est plutôt les plus de 30, non? Comme nous. Mais des vieux, non. Les 30 ans, c'est juste le début, hein? C'est juste le début. Et les gars, si vous avez 14 ou 16 ans, dites-moi en commentaire ce que vous aimez. Je veux dire Harry Potter. C'est pour ça que je suis ici. Otário. Je ne l'affiche pas. Ouais, je ne dis pas que j'aime, je suis juste abonné, c'est tout. En pensant au potentiel de la saison, j'aime bien qu'on aborde ce sujet. On y revient. Et tu parlais de la chambre secrète à propos du fait que tu penses que c'est une saison qui a du potentiel. Pas pour être la pire, mais pour être... Parce que, mec, ouais, Pas la pire. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est que les... films sont très... Le film est très fidèle. Mec, oui, le film, même s'il y a des choses qui manquent, non, là, quelques petites choses, mais c'est que la Chambre des secrets, peut-être que je suis, non, peut-être pas, je dis ça uniquement selon mes goûts personnels. La Chambre des secrets n'est pas vraiment mon livre préféré, tu sais, genre, vraiment. Tu sais quoi? C'est un livre que j'aime, mais ce n'est pas quelque chose que... Tu vois? Comment je peux expliquer ça, mec? Ça va être cool, c'est intéressant, oui, mais je pense que ce sera celle que j'aimerais le moins. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que ce ne sera pas la saison la plus sensationnelle. Tu pourrais être surpris, sais-tu pourquoi? Je pense qu'on passera bien plus de temps au terrier cette saison. Quand Harry arrive, il y dort et reste. Ce n'est pas juste un passage rapide avec la poudre de cheminette. Il y a aussi tout le dénommage. Dénommage, Dénommage. Avec les gnomes du jardin. dénommer le jardin. Et c'est quelque chose que je pense qu'on va voir cette saison. Harry va se sentir encore plus maintenant qu'il appartient à une famille, n'est-ce pas? Qui était la famille Weasley? Je pense qu'il y a du potentiel pour qu'on ait une Mimi Géniarde plus humanisée. Oui, c'est quelque chose de plus dramatique en fait. Bien sûr, elle est drôle et amusante dans les films, mais je trouve qu'elle en fait un peu trop. Tu ris beaucoup, mais parfois c'est excessif, tu vois. Elle est drôle. Je me souviens, mec, je n'y arrive pas. À chaque fois qu'on parle de Mimi Géniarde, je n'y arrive pas. Je pensais que c'était un arbre. Alors, la collection de Twitter, chaque tweet qui commence par aïe. Non, mec, sérieux.
Oui, parce que c'est littéralement un gémissement. Aïe. Oh là là, mec. Je crois être celle qui est le plus tombée dans le piège du je midon du Zap. Sérieusement, mec. Mes amis, ils... Mec, écoute ça. Une fois, j'étais avec Mariana à la gare routière de Sorocaba. Il a dit, ben, je te jure, mec. J'ai répondu, non, mec, c'est pas possible, mec. Ces moments où tu sais pas quoi faire, mec. Une fois, je me suis fait avoir à la boulangerie. C'est comme le cri de la mandragore, tu vois? Purée, mec. D'ailleurs, il pourrait même mettre la scène où la mandragore. La mandragore, oh, 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 oh. Attends. Oui, mais Chambre des secrets, par exemple. Fondateur de Poudlard, professeur. Non. Le professeur Beans raconte l'histoire des fondateurs de Poudlard. Imagine si les gars me mettent un flashback, non? Ça serait incroyable. Sérieusement, le Henry Cavill de... Ce gaz est partout. C'est le plus grand fan casting de l'histoire. Il est britannique, non, Henry Cavill? Oui. Il est vraiment britannique? Ouais. Il pourrait être Lockhart, non? Trop musclé, non? Pour être Lockhart? Ouais, c'est vrai. Le truc de Lockhart. Et le gars super, Henry Cavill. Il a même passé une audition pour être Cédric Diggory, d'ailleurs. À l'époque où il jouait dans le Comte de Monte Cristo comme fils d'Edmond, mec, Il y a une photo de lui à cette époque où il ressemble à Cédric Diggory. Mais Robert Pattinson a été meilleur acteur lors des auditions. Je crois que j'ai dit oui. c'est ça qui a fait que le rôle lui a échappé. Mec, Jonathan Bailey aurait été un Lockhart parfait, tu sais, l'acteur de Bridgerton et Wicked. Tu le vois? Non. Je ne vois pas qui c'est. Je le trouve génial, vraiment. Il ferait un excellent Lockhart. Il y en a plusieurs. Yann McGregor. Je pense... Parce que Yann McGregor n'a pas beaucoup de projets en ce moment. Tu crois qu'il n'accepterait pas de faire? Mais je pense que Lockhart, il est un peu plus jeune. Non? Plus jeune? C'est plus un truc de jeune? Oui. Le gamin qui a joué Musclor, il est britannique. C'est lui le nouveau? Non. Tu veux vraiment un gars super musclé, les mecs. Toi, tu veux un gars vraiment baraqué. Lockhart, il n'est pas musclé comme ça, non. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Juste un gars charmant avec un beau sourire. Lockhart. Non, parce que j'ai renversé les buts. Ouais, je crois que je me mets trop à la muscu. J'ai changé l'ampoule. Non, mais c'est... Mais c'est ça. Je pense que Kit Harington pourrait être un bon choix parce qu'il a participé au livre audio, non? Mec, ce serait vraiment génial. Mais mets-lui une perruque blonde, D'accord? Ouais, non. ça change vraiment son apparence. Ce serait vraiment génial. Il devrait apparaître 2 fois, maintenant et dans la 5e saison. Fou, qui est A. Bublé, je pense que qui sait? Et il a déjà donné une interview où il disait qu'il voulait être dans la série, non, qu'il ferait tout pour avoir n'importe quel rôle dans la série. Des personnages, je crois, qui franchement vont avoir un potentiel incroyable qu'on ne voit pas dans les films, comme Tonks par exemple. Tonks. Tu vois Tonks? Tonks mérite d'être mis en avant. Prends une bonne actrice pour le rôle, quelqu'un de charismatique, une actrice. Je ne sais pas, je pense que Tonks a quoi? 24 ans, 25. Par là, à l'époque de l'Ordre du Phénix. Elle a étudié avec qui, Tonks, hein? Elle n'était pas à l'époque du... Elle a étudié à l'époque de Bill, juste après les Maraudeurs, non? À l'époque de Bill, là. Dans les années 80. C'était à l'époque de Bill. C'était à l'époque de Bill. De Bill de Carlinhos. Bill Carlinhos. Carlinhos, de Bill de Carlinhos. Carlinhos. Mon frère Carlinhos. Mon frère. Waouh, dans l'ordre du Phénix, elle a environ 22 ans par là. Un initié qui a eu raison sur beaucoup de points avait prédit que Carlinhos apparaîtrait dès la première saison. Il a dit ça? Pas Carlinhos, non. Guy. Kai. C'est lequel, celui du dragon? Carlinhos. Alors, il a dit ça? Il l'a dit. Il a dit qu'un acteur a été engagé pour jouer Carlinhos, Horcrux in the Pocket. Ah oui? Ce gage-là, il devine beaucoup de choses. Alors, je pense qu'il va... Là, peut-être, dans la scène où Carlinhos monte à la tour d'astronomie pour ramener Norbert, ce ne sera pas seulement les amis, mais Carlinhos avec des amis, ou juste Carlinhos. Franchement, ce serait vraiment juste qu'il apparaisse, mec, parce qu'il n'est apparu dans aucun film. Mec, Guy, d'accord. Guy est apparu, non? Guy s'est marié avec Fleur, là, mais bon, à moitié, tu vois. Oh là là, j'ai pris cette scène pour moi. Elle pouvait brûler, que celui qui l'a imaginé crève. Franchement, mais quelle scène horrible. Et puis Fleur qui revient de nulle part aussi, c'est les films, tu vois. J'adore les films, mais il y a des moments où c'est impossible à défendre. Et ça, c'en est un, mec. Tu as eu 8 films pour montrer le personnage, mec. 8 avant qu'on enregistre cet épisode. On ne va pas parler de montage, de ce genre de choses, parce que sinon, c'est pas possible, mec. On dirait qu'on n'aime pas les films, tu vois. Allez, on va y aller doucement. Diego aussi. Je suis passionné par les films, mais certaines choses m'agacent vraiment, comme cette scène. Leur mariage est aussi très réussi dans les livres.
Mais Les Reliques de la Mort, je pense aussi que c'était une excellente adaptation. Au cinéma, ok, 2 films, 2 pages. Tu penses que moi, comme saison, les reliques de la mort, c'est que, mec, les reliques de la mort, c'est la saison finale, non? Donc, non, mec. Elle doit être apothéotique. Mec, on dit qu'on va avoir la mort de Fred que le film n'a pas eu. Enfin, il y a eu, non? Fred est là. Mais ce que je veux dire, c'est voir, tu vois. Voir ça arriver, la bataille doit être 10 fois plus vaste. S'ils font tout en plus grand, la bataille va comporter bien plus de choses. Ce que j'aimerais voir arriver dans la série, c'est ce que tu as dit, non? Quelque chose de plus grandiose. Je pense à plus de temps et à plus de détails, tu vois? Oui, parce que ça me dérange vraiment tous ces milliers de partisans de Voldemort là. C'est comme si ça paraît vraiment énorme, c'est beaucoup trop. Et la bataille de Poudlard, même si elle est sanglante et tout, ce n'est pas cette foule immense de gens là. Ce n'est pas une bataille façon 300, tu vois? Oui, oui, ce n'est pas comme ça. D'autant plus que la population des sorciers est bien plus petite que celle des moldus, mec. C'est genre un truc de... Si tu prends un... Il n'y a pas de chiffre exact, tu vois? Mais d'après ce que J.K. Rowling a dit, elle a dit une fois dans une interview, genre, ah, en Grande-Bretagne, il y a à peu près, disons, autour de 3000 sorciers. Donc, tu vois, la Grande-Bretagne a une population de 66 millions d'habitants, ça fait 0,005%, tu vois. Il faut que ce soit plus... On ne peut pas se limiter à quelques personnes, là, c'est plus intime. Une autre bataille, non, il faut que ce soit plus réaliste à l'échelle de l'histoire, parce que beaucoup de mauvaises interprétations de Harry Potter arrivent à cause de cette vision que les gens ont des films du genre Waouh, le monde des sorciers est gigantesque et grandiose. Et là, les gens disent non, Castello Bruxo, c'est une seule école pour toute l'Amérique du Sud, ce n'est pas suffisant. Alors que Poudlard est une école juste pour le Royaume-Uni, tu vois. Tu vois, il faut comprendre que la proportion est bien plus petite, mec. Bien plus petite, bien plus petite. Donc je voulais que la bataille, bien sûr, visuellement, ça remplit l'écran, tu vois, et tout ça. Mais je pense que ce serait plus cool si c'était plus proche de ce que c'est, ouais. Je vais te poser une question vue sur Twitter que j'ai trouvée très intéressante. Pour le public occasionnel, définis un moment de toutes les saisons que tu penses être l'équivalent du mariage rouge de Game of Thrones dans Harry Potter. Tu sais, ce moment qui choque, celui qui va vraiment surprendre le public, surtout un public qui ne va pas lire les livres, qui va juste regarder la série. J'en ai un en tête, mais je veux savoir ton choix. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un moment où plusieurs personnages mourront en même temps, comme aux Noces pourpres. Moment choc, j'ai compris. J'ai compris, mon pote. Oui. C'est très difficile de répondre à cette question parce que je vais toujours penser à quelqu'un qui connaît déjà, tu vois. Genre, ma réflexion est orientée, oui. Tout le monde connaît, non? Oui, tu vois. Je dirais que peut-être la mort de Sirius est très marquante. Moi, à mon avis, je pense que ce sera la partie où Severus Rogue tue Albus Dumbledore. Parce que, en y repensant à tous les livres, je crois que le fait que Rogue soit ce personnage, on dirait qu'il assume vraiment le rôle de méchant à ce moment-là. Donc, au moins à l'époque où on a lu les livres, quand le prince de sang mêlé est sorti, je dirais que ça a été l'un des plus grands rebondissements de toute la saga Harry Potter, tu vois. Ce qui est arrivé à Peter Pettigrew n'est rien comparé à Rogue qui tue Dumbledore. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'arrive pas à en choisir un, sincèrement. Parce que dans ma tête, tout le monde le sait déjà, tu vois. Donc, il n'y aura vraiment pas l'impact de la surprise et tout ça. Je suis curieux de voir comment ce partage du public va se dérouler. S'il va y avoir 85% du public qui est super fan et connaît toute l'histoire, et je ne sais pas, 15% qui ne sait absolument rien. Je pense que ne rien savoir du tout, c'est aussi très difficile. Mec, j'aurais aimé avoir les... Plus gros spoiler. Tu connais ce même? Genre, ah, désolé si t'as perdu la mémoire, ne le sois pas. Alors là, tu commences, waouh, à tout voir pour la première fois. J'aimerais vraiment ressentir ça à nouveau, tu vois. Non, c'est merveilleux. Non. Je ne veux pas perdre la mémoire, mais ressentir la sensation de... De voir quelque chose pour la première fois, n'est-ce pas? Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un bon consensus sur la pire et la meilleure saison. Et je vais donner ma conclusion ici, d'accord? D'accord. Ça te va? Ça me va. Donc pour moi, la saison qui a toujours été essentielle pour être la pire pour... le public. On fait un classement.
Un classement. D'accord, super, j'aime bien. D'accord, j'aime bien. Allons-y. Je pense que la meilleure saison de toutes sera Le Prince de Sang Mêlé. Hmm, D'accord? Allons-y. Numéro 1, Le Prince. Deuxième meilleur, La Coupe de Feu. D'accord. Troisième meilleur, Les Reliques de la Mort, je vais mettre. Quatrième meilleur, À l'École des Sorciers. Je voulais... Il en manque un ici. Cinquième meilleur, La Chambre des Secrets. Après, j'ai déjà dit l'Ordre du Phénix? Non. Non. L'Ordre du Phénix en sixième, en dernier. Non. Lequel reste? Le prisonnier d'Azkaban. Non. Ah, je me suis trompé. Je vais finalement mettre l'Ordre du Phénix en dernier. En fait, je n'arrive pas à faire ce classement. C'est trop pour mon doigt. Ça me perturbe. Ouais. J'ai classé. Je pense que la meilleure saison de toutes va être... non, je pense que le potentiel, tu vois. Je ne pense pas que ça va vraiment l'être. Voilà, le potentiel. Elle a le potentiel pour être la meilleure de toutes. Je voulais... C'est que... Non, je ne voulais pas dire le prince de sang mêlé, non? Non, parce que je... Elle a du potentiel, mais... Tu vois? Ouais. C'est que les souvenirs de Voldemort et de Rogue, Voldemort adolescent. L'acteur, s'il est bien choisi, l'acteur qui joue Slughorn, s'il est bien choisi, il a du potentiel. Pour toutes les scènes de Hepzibah Smith, de lui en train de travailler, les scènes de l'orphelinat, les Gaunt, franchement, c'est incroyable. Pour moi, mon classement, je pense, d'accord? Je ne vais pas... Ce classement peut changer, bien sûr, évidemment, mais je pense qu'elle a le potentiel d'être la meilleure. Le prince de sang mêlé, d'accord. En deuxième place, à l'école des sorciers. En troisième place, et cette troisième place ici, c'est vraiment avec beaucoup de peine, parce que je pense que ça pourrait aussi être une saison qui a le potentiel d'être la meilleure pour rivaliser avec la première place. C'est les reliques de la mort. En troisième place? Oui. Alors je vais mettre le prisonnier. Maintenant, c'est très difficile. La coupe de feu en quatrième. Le prisonnier en cinquième. C'est l'ordre du Phénix en sixième et la chambre. En dernier. Mec, et regarde comme c'est le plus cool de ce classement. Genre, en termes de potentiel. Oui, potentiel. J'utilise beaucoup ici mon goût personnel en imaginant la saison. Non, mais ce classement prouve juste que le film préféré ne reflète pas la saison préférée, parce qu'on connaît le potentiel perdu des autres, surtout pour la Coupe de Feu. Et le prince de Sang Mêlé, l'Ordre du Phénix. Ou bien l'Ordre du Phénix, c'est... Mec, comment ils ont réussi à faire de ce livre, le plus gros de la série, qui fait 702 pages, le film le plus court de toute la série. Parmi les 8 films, l'Ordre du Phénix est le plus court, 2h04, 2h05. Et là, ils vont avoir 6 heures de plus, parfois 7 heures de plus pour adapter. Tu penses que la durée par saison va augmenter? Je pense que c'est possible. Je pense que ça ne dépassera jamais 10 épisodes. À mon avis, je pense que les 3 premières saisons devraient avoir 8 épisodes. Ensuite, à partir de La Coupe de Feu, entre 9 et 10. Et des épisodes plus longs, tu vois. Parce que Stranger Things, par exemple, des épisodes de 2 heures, 1h40. Je pense que je ne vois pas de problème à faire des épisodes plus longs dans les dernières saisons pour garder ce rythme, pour que ça ne soit pas quelque chose de bâclé, tu vois. Des épisodes de 50 minutes, 55, pour une saison qui aurait besoin d'épisodes d'1 heure et demie, c'est clair, mais j'imagine ça comme ça. Mais ce classement ne fait que prouver que... Et maintenant, les gars, laissez aussi vos commentaires. Laissez en commentaire ci-dessous celle que vous pensez être la saison qui a le plus de potentiel parmi toutes, parmi les 7 saisons, et aussi celle qui a le moins de potentiel. Donnez vos arguments, je veux vraiment savoir. Faites votre classement. Je pense que même si on fait ce classement et qu'on place ses attentes, c'est encore très difficile. Je suis quelqu'un pour qui c'est très difficile de choisir. Tu vois? Genre, parce que, mec, j'aime tout, tu comprends? J'aime vraiment. Les gens sont surpris quand je dis que j'aime beaucoup les films des animaux fantastiques. Comme ça, J'aime aussi. j'aime vraiment beaucoup. Mais comment tu fais? Le scénario est horrible. Mais j'aime bien, mec. J'aime, c'est tout, mec. Je n'ai pas ce poids-là sur le cœur. Je suis juste allé au cinéma et je me suis amusé. Ouais, bah, je pense aussi que les gens sont devenus très... Aujourd'hui, il y a des spécialistes de tout. D'accord? Tout le monde est spécialiste en scénario, tout le monde est spécialiste en images de synthèse, tout le monde est spécialiste en tout. Et parfois, en fait, ce ne sont même pas de vrais spécialistes, tu vois? Ils ne font que répéter ce que les autres disent. Par exemple, la photographie du Prince de Sang Mêlé, c'est le film le plus sombre de la série. Je n'avais jamais vu ça. Finalement, seul le Prince de Sang Mêlé a été nommé à l'Oscar de la meilleure photographie. Et Bruno Del Bono, qui fait la photographie, est l'un des gars les plus respectés au monde.
directeur de la photographie. Exactement comme Adriano Goldman. Quand on pense à la photographie à la télévision, au directeur photo de Harry Potter, au sommet de la photographie télévisuelle récente, c'est Adriano Goldman. Et là, quelqu'un fait juste une capture d'écran d'une bande-annonce sur un vieux Nokia. Il poste ça sur Twitter et dit « Regardez, c'est sombre ». Mec, j'ai pas supporté qu'il y ait un gars qui a fait un... C'est abusé. Je trouve ça vraiment prétentieux qu'une personne vienne et dise il y a une vidéo comme ça, mec, j'ai corrigé la bande-annonce de Harry Potter. Alors il a pris la bande-son des films, il l'a mise, il a bidouillé. Genre, t'as rien corrigé du tout, mon pote. Tu ne sais juste pas apprécier quelque chose qui est différent. Genre, tu ne sais juste pas, tu n'as juste pas compris que la série, c'est la série et le film, c'est le film. Tu es si attaché à la nostalgie qu'il te faut des éléments du film pour aimer, tu vois? Non. Si tu fais ça, tu vas « Moi ?» J'ai corrigé. Non. Tu as réparé avec de la merde. Sans compter qu'au moment où Hans Zimmer va passer 7 mois à composer la bande-son, il y aura un gars qui dira « Je préférais celle des films. Mais bon, allons-y. D'accord ? Tu préférais, d'accord? Non, ça ne me dérange pas. Le problème, c'est que les gens minimisent. Appréciez aussi l'art du gars. Non ? Le problème, ce n'est pas de préférer. Le problème, c'est de mépriser. Ah, parfait. Comparer en méprisant, comme si celui-ci était une ordure. Même pas possible pour lui. Tu vois? Genre, non, ce n'est pas ça, tu comprends? Dans le film, c'est cool. Dans le film, comme un gars a commenté sur Instagram, tout dans le film est supérieur. J'ai dit, ben mec, ce n'est pas une compétition, c'est un constat. Un constat de la part de qui? Ah, parce que tu l'as dit, c'est comme ça. Je pense que la plus grande peur dans la vie des gens, surtout de ceux qui ont le plus de mal à se détacher des films, c'est que, dans leur tête, ils pensent que les films vont tout simplement cesser d'exister. On en a déjà parlé plusieurs fois, et c'est très simple, les gars. Ouais, déjà. Et pour être honnête, c'est un truc qui m'a déjà saoulé. Ah, déjà. J'en peux plus, tu postes un truc, c'est même pas, tu demandes même pas, et là, tu vas dépasser l'original. Non, et là, genre, t'as posté un truc, tu demandes même pas ça, tu vois. La personne dit, ah, mais celui du film, genre, mon pote, c'est déjà relou, tu vois. C'est agaçant. Ce n'est pas censé être pareil. La série n'est pas le film, tu vois. C'est juste qu'il y a vraiment un manque de compréhension du fait que ce sont des choses différentes, tu vois. Et genre, ah, waouh, j'ai corrigé le... T'as rien corrigé, mec. T'es juste prétentieux, tu vois. Non, ou alors j'ai vu quelqu'un dire « J'ai corrigé la photographie, ok ?» Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste augmenté la saturation et la luminosité sur l'appli de l'iPhone. Deviens cinéaste, bordel. Non. Comme si c'était celle du chef opérateur. Va déposer ton CV à Hollywood là-bas. Vas-y, dépose-le là-bas. Oh les gars, le rôle du directeur de la photographie, ce n'est pas juste une scène sombre ou claire. C'est la manière dont vous... C'est la... Il communique par la composition de tout, non? Oui, enfin, non. Mais écoutez, de toute façon les gars, on arrive à un moment très attendu dans l'épisode d'aujourd'hui. Qui est-ce le moment Bérador? Le moment Bérador, c'est quand le code apparaît à l'écran, vous envoyez votre message et on le lit en fin d'épisode. Si tu veux figurer dans la session Reservada, envoie ton message, il sera diffusé en fin d'épisode. Le moment Bérador. Notre premier message vient de Brupstrindad. Je suis impatient de voir Madame Nora à l'école embêtant les élèves et Hagrid. Cette accumulation de R, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ronald. Tu t'en souviens, non? Tu vas collectionner celui de la coupe? J'ai déjà acheté. J'ai même déjà acheté Ronaldo, mais et ne commente pas. Ça me rend triste. Quoi? Pourquoi? Le Brésil va décrocher la 6e étoile? Ah, il arrive. Ah non, il n'arrive pas. Je ne sais pas. Je garde toujours confiance. Je les soutiens? je suis déjà dans l'ambiance. Je suis dans l'ambiance, tu vois, de la Coupe du Monde. Et dans mon cœur, le Brésil va ramener la 6e étoile. Tu es confiant à ce sujet. Mais je ne veux rien voir de technique, d'accord? D'accord, ok. Oui, tu as compris? Ok, tu es juste confiant avec le cœur plein d'espoir. Je vais peindre la rue. C'est ça, je rigole, non, je ne vais pas le faire. Cette époque me manque. Nostalgie. Pensez-vous que la 6e étoile va arriver? Oui, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Parfois, ça arrive, non? Ça viendra. C'est moi, je n'ai rien dit. Ah non, laisse, je voulais juste prendre ça. Madame Nora, comme quelqu'un qui ronronne. Moi aussi, j'ai hâte de voir Madame Nora là avoir une performance digne, non? Un peu plus, hein? Qu'ils explorent davantage Madame Nora. Non, mais on n'a encore rien vu de Filch, n'est-ce pas? On n'a pas vu grand-chose. Oui, le teaser révèle beaucoup. Madame Nora est une malédictus et aussi Animagus. Tu te souviens de cette théorie? Je m'en souviens. Tu sais, dans les documentaires, il reste plein de choses et de personnages qu'on n'a pas vus, non? Oui, Rusard, Quirrell.
Quirrell apparaît, mais pas d'interview avec l'acteur, non? Nous avons ici la question de Flabombo. Faites un épisode en commentant chaque film. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est pareil et ce qui est différent. Votre avis. Un épisode spécial pour chaque film. Non, je rigole. Je pense qu'on finit par beaucoup parler des films dans tous les épisodes. C'est inévitable, non? Et on en a déjà beaucoup parlé, on parle encore beaucoup des films dans chaque épisode, des montages, de nos insatisfactions. Donc ce que je recommande, c'est que, de qui? Insatisfaction. Je recommande de regarder tous les épisodes de C'est sans réservada pour voir notre avis sur chaque film. Tu veux ajouter quelque chose? Il a essentiellement dit non, mais de façon polie, d'accord? Comment ça s'appelle? Flabombo? Flabombo, mais c'est une bonne suggestion. Je ne sais juste pas si... C'est juste que... C'est que ça deviendrait répétitif parce qu'on a déjà fait quelques vidéos comme ça de la session. André Lopez, tu penses qu'ils vont changer la traduction d'avortement dans la série? De nos jours, mais je pense que ça passerait moins bien. Je ne pense pas qu'ils vont changer, mec. Honnêtement, Est-ce qu'on prononce le mot avortement dans les films, dans le doublage? Je ne me souviens pas. Honnêtement, je ne me souviens pas que ce mot ait été mentionné à un moment donné. je pense que c'est madame, non? Madame Fig ne le mentionne-t-elle pas lorsqu'elle... Je crois que je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de la... Mec, je pense que ça n'a rien à voir parce que l'avortement de ce mot, l'avortement dans ce terme, ce n'est pas l'avortement de grossesse, tu vois? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce... C'est juste interrompre. N'est-ce pas? Tu as déjà dit ça? Ouais, j'ai même déjà fait un reel à ce sujet. Parce que Scooby, c'est comme un feu d'artifice qui n'explose pas, une gâchette qui ne marche pas. C'est un truc comme ça, tu vois? C'est plutôt une question de verbe, comme avorter la mission, par exemple. Du genre avorte la mission. Avorte la mission, c'est un peu ça, C'est avortement. n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas de référence au terme non. Je ne pense pas que ce soit lourd, non. Oui, c'est comme ça. Et puis, si c'est lourd, ce sont des personnes marginalisées. Donc, ça correspond, tu vois? Oui, mais j'aime bien ce truc, l'avortement, vraiment interrompre, tu vois. Le gars qui se trompe de podcast a envoyé une question. Salut Magal et Totoro, ça va? C'est vraiment bien, les gars sont vraiment géniaux. Franchement, quelles sont les attentes pour le doublage de la série? Oh, moi. J'ai déjà fait un événement à Fortaleza avec Totoro, il est super sympa. Eh, t'as déjà vu, il y en a un qui est Kuririm, qu'on voit dans les vidéos, Kuririm dans des moments historiques, Kuririm voyageur dans le temps, quelque chose comme ça. Il parle comme ça, il envoie des super chats, et genre, eh, je suis ici en Galilée et je sais pas quoi. Et il y a des gens qui font. Et ils racontent des événements historiques, tu vois. J'admire leur créativité. Mec, j'attends un doublage de qualité, comme c'est le cas du doublage brésilien. Nous, Avec les plus grands noms, vraiment. n'est-ce pas? S'il y a bien une chose dont je suis très sûr et très tranquille, c'est le doublage. Parce que, mec, j'ai dirigé. Je ne citerai pas de nom ici, ce serait injuste pour les autres, mais le directeur de doublage actuel est João Capelli, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a fait le doublage de The Last of Us pour HBO. Son studio de doublage là-bas, n'est-ce pas? Et je me dis, mince, et il a été Draco Malfoy, n'est-ce pas? La voix de Draco dans... Saviez-vous que David Jones a doublé, je crois, Crabbe ou Goyle? Je l'ai vu dans La Chambre des Secrets, non? Je l'ai déjà entendu en parler. Mec, c'est surréaliste. Il a aussi fait Rosario en arrière-plan comme ça, Ah oui? Non, c'est qu'il a été doubleur quand il était enfant. n'est-ce pas? Il paraît que oui. Mec, c'est dingue. Mais s'il y a bien un truc cool dans la saga Harry Potter, on veut même faire un épisode dessus et inviter un doubleur. Quand on saura qui seront les doubleurs, on va essayer de les inviter ici pour discuter. Et après la première de la saison, C'est sympa et inviter les doubleurs des films aussi. eh bien, on est amis avec Charles Emmanuel, avec le groupe qui a fait les films, et je suis sûr qu'il viendrait ici sans problème. Alors mec, paie le cachet. 1000 balles de l'heure, Rafa Zelufano. Rafa Zelufano est toujours avec nous. Rafa, merci beaucoup pour tes messages. On a déjà... regarde, Rafa Zé a envoyé ça, c'est de l'épisode où je n'avais pas de chapeau. Comment ça, le chapeau ne fait pas partie du corps du gars? Mec, être sans chapeau, c'est encore un truc. C'est vrai. Faut s'y habituer. Il y aura un autre épisode, d'accord? Celui-ci sort vendredi, non? L'autre épisode sans chapeau n'est pas encore sorti? Il n'y aura pas un autre épisode de Caco sans chapeau, les gars. Il est en réserve, mais il y en a un, il est en réserve parce qu'il y a eu tellement de nouvelles et on a déjà laissé l'épisode prêt. Ouais. Mais le chapeau, c'est... Même moi, je trouve ça bizarre quand je ne porte pas de chapeau. Non, Mais oui, mec, c'est vraiment une sacrée identité visuelle, tu sais? Merci. Félicitations. Oui, Severo Sorizo a envoyé un message ici. Severo Sorizo. Salut tout le monde, ça va? Quel livre de Harry Potter aimez-vous le moins et pourquoi?
L'enfant maudit exclu. Là, tu m'as zut, hein? Mince, je crois que le livre que j'aime le moins. Je vais tomber dans le cliché de dire que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, que je n'ai pas relu. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était peut-être l'un des premiers. Je pense que je dirais peut-être La Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets est sympa, peut-être aussi l'École des Sorciers. J'en parle plus. Mais il y a ce côté d'être le premier. C'est difficile à dire. Je ne sais pas. Je les aime tous, les gars. Je ne vais pas entrer dans cette dispute, non. Non, vraiment, c'est une réponse que je ne peux pas donner, mec. Je suis passionné par les livres. Quel livre j'aime le moins? J'aime l'histoire dans son ensemble, tu sais. Pour moi, c'est comme un grand livre. Tu comprends? Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une édition allemande vraiment magnifique. Tu l'as déjà vue? Tout en un? Tu l'as déjà vue? Non. C'est vraiment superbe. Mets-la à l'écran, Eric. Mets-la à l'écran, Eric. Elle est complète. Tous? C'est une édition. C'est officiel ou fait par un fan? C'est officiel? Tu n'as pas cette édition? Moi non plus. Elle coûte cher? Très cher? Tu crois? Oui, c'est un peu cher. Ça doit coûter environ 600 ré. La couverture est superbe, violette comme ça. Et il est très épais, comme ça, c'est tous les livres en un seul. Sur C, C'est vraiment cool. le garce là-bas, Harry Potter Corner. Harry Potter Mas. Harry Potter Corner. Il a déjà fait une vidéo à ce sujet. Hector, n'est-ce pas? C'est ça. Il fait partie du groupe, tu sais. Je sais pas d'où il vient, mais je crois qu'il vit aux États-Unis. Nous avons Carole Lufana. Elle a envoyé ça ici. Je viens de Lufa et je trouve qu'il y a peu de contenu sur ce sujet. Vous aussi? Je vous adore. Maintenant, en vrai Lufana, hein? Avant, j'étais à Gryffondor, jusqu'à l'époque des Animaux Fantastiques. Comment ça s'appelle? On dit bandeirinha au football quand on change d'équipe? Oui, quand on change d'équipe, Je ne sais pas, n'est-ce pas? comment on dit? Composition? Non? Remplacement? Non, idiot. Je parle de la façon dont on appelle une autre personne. C'est quand on change d'équipe. Retourner sa veste? Ah, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à mon époque de... Enfant, c'était Banderinia, les Animaux Fantastiques. Je vais t'expliquer ma transition entre deux maisons. À cette époque, j'adorais l'écharpe. C'est l'ancienne de Newt, achetée à Londres. J'ai porté ces écharpes partout, surtout la jaune. C'est grâce aux Animaux Fantastiques que j'ai changé. Je ne me suis jamais vu à Gryffondor, je suis plutôt pouf-souffle. Parfois, comme dirait Mariana, j'ai un petit côté... Des commentaires de serpentard, tu vois. Un petit serpent par ici, hein. On en a tous. On en a tous. Donc, ça fait partie. Regarde ça. À propos du contenu de Pouf Souffle, tu parles du contenu en général, contenu sur Internet ou contenu de l'histoire? Tu me parles? Non, c'est pour la demoiselle qui a demandé. Je pense que oui, il y a pas mal de contenu en fait. Je pense que... Non, Bien sûr, ce n'est pas pareil que les autres maisons comme Gryffondor et Serpentard, tu vois. C'est du point de vue de Harry. Et la plus grande rivalité, c'est avec Serpentard. Mais je pense qu'avec la série, ça peut changer. Et je pense qu'après, les choses ont commencé à changer, tu vois. Le site officiel propose déjà beaucoup de contenu. la salle commune de Poufsouffle devrait apparaître dans la saison de la Coupe de Feu, parce que Cédric aura des scènes là-bas, voilà, dans la salle commune. Sofia Santos a dit ceci. Alors, avez-vous aussi trouvé l'éclairage du teaser un peu plat et sombre par moments? Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai pleuré. Puis-je donner un conseil aux gens? Regardez sur HBO Max. Regardez la bande-annonce, le teaser, sur l'application HBO Max, et aussi à la télévision, vous verrez qu'il y a une énorme différence d'éclairage par rapport à ce qu'il y a sur YouTube, ou de ce que les gens mettent en ligne sur Twitter ou ailleurs. Parfois, ils téléchargent depuis YouTube et le mettent là-bas. Mais quand vous le regardez directement depuis l'application HBO Max, c'est tout autre chose. Il est en HDR. Oui, c'est ça, moi, la série sera aussi à la télévision, tu la verras. Moi, sincèrement, franchement, du fond du cœur, d'accord? Du fond du cœur. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mec. Ce n'est pas quelque chose que j'ai... La seule scène que j'ai trouvée un peu sombre, c'était celle de l'Express de Poudlard. Il pourrait y avoir une correction, mais cela vient peut-être des captures d'écran que j'ai vues. Quand ils arrivent là, tu vois? Non, c'est au moment où Hermione apparaît et regarde Harry. Ah oui, je pense que cette scène-là, et Harry aussi, c'est la seule chose. Parfois, c'est juste la lumière de la fenêtre ou un endroit sombre. On ne peut pas savoir sans voir la scène complète. Et honnêtement, je pense qu'il pourrait finir par modifier ça. Peut-être que ce n'est pas la version finale, tu sais. Parce que ça arrive souvent dans les teasers. J'ai découvert en cherchant que l'étalonnage des couleurs dans une série se fait en dernier, tu savais? Oui, à ce stade, les effets spéciaux sont déjà faits. C'est nécessaire, non? Oui, car l'étalonnage dépend aussi des effets spéciaux. Exactement.
Parfois, l'étalonnage des couleurs de la bande-annonce diffère du produit final. Voilà, je pense qu'on aura une meilleure idée de la photographie dans la bande-annonce officielle, qui devrait sortir la prochaine fois, et la bande-son aussi. Oui. On voit, ben, si on compare les bandes annonces des animaux fantastiques, il y a des bandes annonces où les mêmes scènes apparaissent. Oui, tu remarques que l'éclairage et les couleurs varient beaucoup d'une bande annonce à l'autre. Franchement, ça ne m'a pas dérangé. Je pense qu'il faut attendre le produit final. Non, même si c'était comme ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé, d'accord? Vraiment pas. C'est ça. Oui, aussi parce que la pierre philosophale a tout ce côté joyeux, amusant, magique, nostalgique. Mais la série prend déjà une direction que vous connaissez, n'est-ce pas? C'est une approche plus réaliste et plus naturaliste. Il y aura des moments colorés, d'autres sombres. Mais ne réduisez pas la photographie au fait que ce soit clair ou sombre, d'accord? On l'a déjà dit, la photographie va au-delà de ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question de clair ou sombre, c'est la composition de la scène dans son ensemble. Alors, c'était notre moment Bérador. Merci beaucoup pour vos messages. Merci beaucoup pour votre affection, pour votre fidélité, pour nous suivre ici sur Session Reservada. Nous sommes très heureux de ce projet. On adore s'asseoir ici et discuter de Harry Potter. Et on fait vraiment ça ici comme on est. Deux amis qui parlent de Harry Potter, qui parlent des choses qu'on pense. Tout ce qu'on dit ici n'est pas à prendre comme une règle. En fait, rien de ce qu'on dit ici n'est à prendre comme une règle. Ayez vos propres perceptions, ayez vos propres opinions, et on en discute et on comprend chacun à son point de vue. Ici, c'est une discussion de je vois beaucoup de gens commenter, je trouve ça très sympa. Que j'aimerais être là, assis avec vous, je me sens assis à cette table avec vous. Je réponds, j'interagis avec la télévision, je fais partie de cette conversation. Alors merci beaucoup à tous. Cessant Reservada n'est que le début de tout ce que nous sommes en train de construire. Merci pour vos retours sur le sponsoring dans la dernière vidéo. Nous étions très heureux car nous le faisons avec le cœur. Et nous voulons que notre croissance profite à tout le monde, que tout le monde grandisse ensemble, comme une grande communauté, pour qu'au moment de la série, nous puissions tous en profiter ensemble. On veut être heureux. Au moment de la série, on veut juste être heureux, discuter. Cette excitation de fan qu'on ressent, tu vois, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre de choses. D'ailleurs, tu peux me donner juste une seconde. Je voulais vraiment vous remercier, les gars. Ça va devenir comme cette émission de télévision, Fausto Tomé. Je voulais remercier cette personne-là. Mais je voulais Précisément, précisément, 11h21 du matin. je voulais remercier Katharina qui regarde la CESA en Reservada. Elle travaille au marketing de Neochimica et m'a invité à assister au match des Corinthians. Oh, Katharina, ma chère, pourquoi tu ne m'as pas invité? Je suis un vrai supporter des Corinthiens, voyons. Elle m'a invité et Léo était là. Tu le crois? Oui, Léo, je l'ai vu. Kaka est aussi supporter des Corinthians, tu vois. Oh, mais non. Alors moi, je veux Katharina. Oh, mensonge. Sincèrement, ce n'est pas que je ne le sois pas. Ma famille est comme ça. Je ne m'intéresse pas au football, même pendant la Coupe du Monde. Toujours lancer les V Corinthians ici en Cessan Reservada. Merci Katharina, c'était super drôle. 2 expulsés, on aurait dit du Kidditch. J'ai écouté tes stories, c'était tendu. C'était 0-0. N'est-ce pas? 0-0, Corinthiens avec 2 expulsés. Un joueur a montré ses parties intimes à l'arbitre et a été expulsé. Quel type? Je voulais juste passer un coucou. Merci pour l'invitation, c'était super. Invitez-moi plus souvent, j'adorerais. Merci, Katharina, d'avoir invité le petit gars de Corinthiens ici, hein. Allez Corinthians, j'arrête. Je ne dis pas toujours allez Corinthians, mais ça peut arriver. Merci à tous. C'était le Cessan Reservada d'aujourd'hui. Signez ici, s'il vous plaît, la clause d'interdiction. Si tu dis allez Corinthians, on est ensemble. Encore un Cessan Reservada Cacan. Merci beaucoup à tous. Mets un like. Vas-y. Mets un like.